Bonjour à tous, on va commencer en mode radio, mais la caméra devrait s'allumer dans un instant. Ah. Kunstich, non mais Samuel vient à peine de quitter ma télé, quelle rapidité. Oui, c'est vrai que j'étais à 8h30 encore à l'antenne sur France Info, à France Télévisions, j'ai pas tardé. On va allumer cette caméra, on n'est pas en retard déjà. 3, 2, 1, est-ce que ça marche? Ça marche, enfin moi je me vois. Comment ça va? Bien? Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez de l'image? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon pour vous? Et est-ce que l'image est bien aussi? Voilà. Enfin, après, moi, c'est moi. Hein, je veux dire, on va pas m'améliorer là. C'est plus possible. Tout est parfait. Nickel. Le son est parfait. L'image. C'est vous qui êtes parfait. Oh, super. Merci, merci d'être là. Alors, c'est vrai que certains le découvrent. Ont peut-être vu la petite notif Twitch là tout à l'heure. Hop, je monte un petit peu le son. Oui, je suis de retour sur Twitch depuis lundi. C'est donc mon 3e stream de la 2e saison de Samuel Etienne, de la matinée Etienne sur Twitch, puisque je compte commenter. Il y a eu une première saison qui était géniale, grâce à vous. Tu es beau comme un dieu grec, me dit Calendil. C'est faux, mais ça fait très plaisir. Je t'aime, Samuel. Oh, mais vous êtes trop sympa. Donc, merci Thomas Azedmer. Je te prononce très mal ton pseudo, merci beaucoup. Première saison, hyper intense, génial. Mais alors 4 mois à fond, le problème c'est que je streamais tous les jours. Et la matinée Etienne, et la revue de presse, et des invités, et des débats. Et puis ça faisait trop avec mes 2 autres jobs, Question pour un champion France Info, et les 2 petits à la maison. Donc petit break, et maintenant je repars pour une saison, mais cette fois il n'y aura pas de break, je vais jusqu'en juin. Voilà, avec au moins 4 streams par semaine. Je vais essayer de le jouer en mode endurance, marathon, triathlon, Ironman, pour pas faire trop, pour pas faire de petits burn-out, et puis aller jusqu'en juin. Voilà l'objectif. Oui, les subs sont désormais ouverts. Voilà. Ça aussi, c'est une des nouveautés de cette 2e saison. J'adore. Vous êtes un petit peu comme sur Netflix. De cette 2e saison, c'est la grande nouveauté. J'avais dit lors de la première saison que dans un premier temps, j'avais pas ouvert les subs. Je voulais voir où menait cette expérience. Et puis quand j'ai vu le temps que ça me prenait, le fait que c'était devenu un petit peu un vrai job en termes d'investissement en temps, même si c'est le job le plus sympa de la Terre, eh bien, j'ai décidé, avec l'accord de mon employeur, d'ouvrir les subs. Voici la 3e grande nouveauté. Merci la fille du Père Noël. Et je kiffe ton pseudo. C'est une chanson, ça. Hein, fille du Père Noël. Jacques Dutronc, si je dis pas de bêtises. La grande nouveauté, c'est j'ai un magnifique néon, Samuel Etienne Twitch, voilà, qui n'est pas avec moi aujourd'hui, qui était là lundi et mardi, parce que vous savez que j'ai un stream mobile, ma petite table mobile qui se promène dans l'appartement selon là où je ne gêne pas. Et la pièce où mon magnifique néon est installé, aujourd'hui, elle est pour madame, mon amoureuse, qui est en télétravail, et donc je lui laisse la belle pièce, et moi je me suis mis dans mon petit placard. Voilà, donc on n'a pas le néon, mais est-ce important? Merci à vous d'être là. Au fait, je vois un coucou de Londres de Emma. 1, 2, 3, 4. J'espère que ça n'est pas ton mot de passe aussi. Emma, 1, 2, 3, 4. Vous êtes d'où, vous, les amis? Moi, je suis de Paris, bien sûr. Et vous, vous êtes, donc j'ai vu Londres, j'ai vu Montélimar, j'ai vécu à Montélimar, le crois-tu, ami? Caen, coucou, Montreuil, pas besoin de néon, tu brilles. Ouais, c'est vrai, j'ai un peu chaud. Angers, Bordeaux, Lyon, Val-de-Marne, Rodez, Toulouse, Barcelonnette, Sucy-en-Brie, Paris 11e. Et une pensée pour les victimes du Bataclan. Et des terrasses de café, on va en parler puisque le procès débute aujourd'hui. Le 11e, ça m'a fait penser à ça. Vendée, Tours, Suisse, en direct de Mon Cul, je vois là le fameux sketch de Prévost, bien sûr. Alsace, Rennes, Bruxelles. Si ceux qui n'ont pas la rêve, vous tapez Mon Cul, Prévost, vous allez vous régaler. C'est un sketch mythique. Stockholm, Compiègne, de l'Allemagne, de Bruxelles, de Clermont-Ferrand, de Rennes, avec des orages ce matin. Ouais, j'ai vu ça à la météo. Attention, il y a une alerte orage. 32 départements. Qui va de l'Île-de-France au sud-ouest à partir du début d'après-midi. Là, si vous êtes concerné, attention. Je suis derrière toi. Salut, voisin. Saint-Jean de Chevelu. Ça existe vraiment, ça? Allez, on vérifie, parce qu'ici, on essaie de ne pas être dans la fake news. Saint-Jean du Chevelu. J'ai un doute, mais ça existe peut-être. Et moi, je vérifie tout. Comme tous les journalistes, je suis un peu maniaque de la vérif. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Saint-Jean de Chevelu, Wikipédia, bim. Saint-Jean de Chevelu est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas comment on habite. Et les habitants sont les gentilés, comme on dit, les chevelans, et pas les chevelus.
C'est drôle ça. Donc ça existe. Allez, encore un petit bonjour à Nancy, à Prague, à Périgueux, à Cordognan, à Saint-Bonnet-des-Cars, de Metz, de Montargis, de Lens-en-Vercors, c'est tellement beau là-bas, je connais bien, Arles, Brest, Annecy, Savoie ou bien, moi je dirais bien le Houilleux, le Maroc, un des plus beaux pays du monde selon mon cœur, Chantilly, Nancy, Sarthe, Laval. J'ai travaillé à Laval. C'est ça les vieux, en fait ils sont allés partout. Hein. Rennes encore, Saint-Nazaire. Bon, mais... Oh, alors un petit message, on va envoyer plein de force à Tom. Bonjour Samuel, je viens de voir votre retour sur Twitch et j'en suis super heureux. Moi aussi. Malheureusement, je viens de commencer mon externe à l'hôpital, donc je suis en stage à l'hôpital tous les matins. Force à toi et bravo pour cette belle carrière que tu débutes. Difficile donc d'écouter votre douce voix me raconter toutes les informations du jour. J'espère pouvoir quand même vous écouter de temps en temps. Gros bisous aux fleurs de l'ombre. Tom, on t'envoie plein de force. Bon courage pour cette journée, c'est super sympa. Eh bien, voilà. Bon, les amis, j'ai fait un petit break, mais rien n'a changé. C'est-à-dire que je suis là dans la matinée Étienne pour lire les journaux avec vous. Le avec vous est très important. Pour en parler avec vous. De quoi? De l'actu. Et puis de la vie aussi, parce que l'actu, ça nous emmène à la vie, puisque cette actualité, elle nous impacte directement, bien sûr. Hein. Voilà, dans tous les domaines. Économique, société, et puis politique, évidemment. Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Je regarde un petit peu les retours sur la technique, sur est-ce que le son et l'image, ça va bien. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord sur le son, puisque certains m'écoutent sur des ordinateurs avec un pur son, voire sur des télés, d'autres sur des petits téléphones, et alors le son n'est pas du tout le même. Voilà. Donc, pour certains, c'est trop fort, parfois c'est trop faible. Vous en êtes tous les amis. Tout est parfait, tout est bon, tout fonctionne bien, perso, bonjour. Salut Monsieur Chibre. Qui est ce Monsieur Chibre? Je ne sais pas. Je veux ton cerveau super rapide. C'est pas mon cerveau qui est super rapide, c'est la caféine qui fait ça. Essaye. Avec le casque, c'est nickel. Ok. Donc, pour ceux qui m'entendent pas très bien, pour qui c'est trop fort ou pas assez, dites-vous que voilà, pour d'autres, c'est très très bien. Donc, je touche plus au réglage. Montez, baissez, réglez chez vous. Voilà. Bon, on y va? Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Il y a des jours comme ça où, comment dire, il y a une actualité qui s'impose. Hier, c'était la mort de Jean-Paul Belmondo, qui était à la une de tous vos quotidiens. Bon, c'était mérité, parce que c'était quand même un acteur qui avait marqué son époque, et puis qui était très aimé, très apprécié des Français. Il y a un hommage national qui aura lieu demain aux Invalides. Demain après-midi, hier matin, on n'avait pas cette info, donc c'est aux alentours de 16h30. Voilà. Aujourd'hui, il y a une autre actualité qui s'impose à nous, qui est le début du procès, qui va durer 9 mois. Donc on est sur un procès historique, c'est un des qualificatifs qu'on entend beaucoup, mais un procès fleuve aussi, un procès vraiment hors norme, pour plein de raisons. Le procès des attentats de novembre 2015, bien sûr. Donc c'est pas une actualité très souriante, mais ainsi va le monde et la vie de chacun. Parfois, il y a des choses heureuses et d'autres beaucoup moins. Merci pour tous vos petits messages, vous êtes trop sympas. Donc, je vais vous montrer rapidement les unes de la presse nationale, comme d'habitude. Ensuite, on ira voir les unes de la presse en région, et puis on reviendra lire les articles de cette presse nationale pour mettre du sens un petit peu sur l'actualité, puisque c'est ce que nous permet la presse écrite. Pourquoi 9 mois? Bonne question de Théo 50. Parce que 1800 parties civiles, parce que énormément de questions. Bon, on va évoquer ça dans les articles. Le Parisien donc consacre sa une à ce procès, et surtout à cette nuit du 13 novembre 2015, où 130 personnes étaient assassinées par ces terroristes, ces djihadistes, à Saint-Denis d'abord, le Stade de France. Hein. On parle souvent du Bataclan, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Stade de France, le Bataclan et les terrasses des cafés parisiens. 130 personnes, ça c'est que les morts. Et donc le Parisien revient sur cette nuit qui a choqué la France. Alors choqué, le mot me semble presque insuffisant, juste, je pense qu'on est au-delà de choquer. Voici en tout cas la une du Parisien, qui nous parle aussi parce qu'on ne parlera pas que de ce procès ce matin, d'une drôle de cabine inventée par Valeo, qui est un équipementier automobile. Et en fait, c'est une espèce de cabine de borne qui détecte le Covid. En fait, ça remplace le PCR sans aucun contact. Non mais le rêve, c'est-à-dire qu'au dépistage du Covid, hein, et on ne vous met pas les couvillons au fond du pif, non, une cabine sans contact, ça fait rêver. Et puis avec le Parisien, on viendra aussi sur le match des Bleus hier. Après 5 matchs nuls consécutifs, une victoire 2-0, ça fait du bien. On va revenir sur ce match où 2 hommes se sont bien trouvés, Griezmann et Benzema. La une de Libération
pourquoi ce procès, hein, c'est la question, c'est pourquoi ce procès, à quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il va permettre de penser un peu les plaies des victimes, des proches des victimes, de comprendre aussi comment ces attentats ont pu se produire? Il s'agit surtout pour Libération de faire face, voilà, de faire face au terrorisme, voilà, euh, par l'état de droit. Hein, voilà, c'est répondre au droit, répondre par la règle, répondre par la démocratie, à l'inverse, au terrorisme. Comment trouver les mots pour raconter l'horreur, se demande Libération. C'est compliqué de trouver ces mots. Mais vos journaux s'y essayent ce matin. La justice, pourquoi? Pour réparer les vivants, j'évoquais cette idée à l'instant. Elle est belle, cette une de l'humanité. Enfin, elle est belle et elle est très triste avec, je ne sais pas si vous voyez cette jeune femme, cette jeune fille. On est sans doute au lendemain, dans les jours qui ont suivi les attentats et qui pleure devant des bouquets de fleurs. Cette photo est très forte, déposée en hommage bien sûr des victimes, notamment des 130 morts. Il y a l'immobilier en une du Figaro qui évidemment consacre plusieurs pages à ces procès, mais bon, le dossier fort du Figaro ce matin, c'est l'immobilier, c'est le boom des villes moyennes. Alors c'est intéressant parce que ça éclaire un petit peu les conséquences de la crise sanitaire, vous savez. C'est la revanche un peu des villes moyennes qui étaient un petit peu, pas désertées, mais pas forcément les plus attirantes de ces dernières années. Et voilà, on quitte un peu le centre-ville des grandes villes pour trouver un peu d'espace, un peu d'air, un peu de jardin. Conséquence de la crise sanitaire, notamment quand il y a du télétravail. Ouais, c'est le dossier du Figaro Écho. On verra ça. Figaro qui nous parle aussi de cette cabine Valeo pour détecter le Covid sans contact. Ça me fait kiffer. Au cœur de l'enquête. Ah oui, là, c'est intéressant ce que nous dit Lacroix. Le procès, il va permettre de penser les plaies, de parler des victimes, mais aussi de comprendre ce qui s'est passé. Comment... hier, en lisant Le Monde, on a vu que la préparation de l'attentat a pris 1 an. Les terroristes ont mis 1 an à monter ces actions terroristes, d'où leur sanglante efficacité. Comment ça a été possible? Comment éviter que cela puisse se reproduire? C'est l'un des objectifs du procès évoqué par ce titre au cœur de l'enquête. Et puis dans La Croix, on a un dossier, j'espère qu'on aura le temps de l'évoquer aussi, qui est vachement intéressant, sur Internet, avec la révolution Internet pour l'école, pour les devoirs à l'école. Avec Internet, les devoirs à la maison font leur mue. Ces dernières années, et plus encore depuis le confinement, la part du numérique dans les devoirs à la maison, je ne sais pas si vous êtes concerné, si vous êtes papa, maman, ou encore concerné par les devoirs à la maison, la part du numérique dans les devoirs à la maison a augmenté, forçant les parents à s'adapter. J'ai vu un message qui vient d'être modéré par un modérateur, j'allais le commenter à l'instant, quelqu'un qui disait que ce serait plus simple de mettre une balle dans la nuque des accusés. Alors justement, c'est la force des démocraties, de ne pas répondre à ceux qui les agressent par les mêmes armes. C'est-à-dire que si tu mets une balle dans la nuque d'un accusé sans procès, voilà, ou que tu rétablis la peine de mort avec toutes les conséquences que ça peut avoir en cas d'erreur judiciaire, hein. Rappelons que la peine de mort a permis, a fait exécuter plein de gens dont on s'est rendu compte après qu'ils étaient innocents. Les erreurs judiciaires, ça arrive, je pense que vous êtes au courant. Voilà. Donc c'est toute la force et la grandeur des démocraties de ne pas s'opposer aux apôtres de la violence avec les mêmes armes. Donc nous, les terroristes, on les juge et on les emprisonne, mais on leur met pas une balle dans la nuque, on n'est pas en Chine. Voilà, quoi. Donc, mais ce commentaire a été modéré. Après, ce débat sur la justice, bien sûr, on peut l'avoir. Mais en tout cas, voilà la conception française, la conception de la démocratie. Les devoirs à l'heure du numérique, c'est vachement intéressant parce que les parents sont un petit peu perdus. Voilà. Merci les noms de pseudo trop long, mais hyper sympa. La une des Échos, c'est une petite révolution qui intéresse ceux qui prennent le train. La concurrence arrive, la SNCF ne va pas être tout seul, ça y est, on y est. La loi a été votée, mais ça y est, regardez, il y a Transdev, concurrent de la SNCF, qui vient de remporter la ligne Marseille-Nice. Bientôt, quand vous prendrez le train entre Marseille et Nice, ce ne sera pas la SNCF, ce sera une autre compagnie privée. Conséquences, comment ça va marcher, on verra ça avec les Échos. Voilà, si on a le temps, on parlera des NFT crypto-artistiques aussi, c'est la grande tendance, là, c'est un peu la folie, des milliards de dollars brassés par... ces crypto-artistiques. On en parle assez souvent sur France Info le matin. On est assez branché là-dessus, sur tout ce qui est nouvelles technologies et les applications, notamment dans le domaine de l'art. Mais si on a le temps, on en parlera. Regardez comme elle est belle, cette photo. Ça, c'est la une de l'équipe.
Parce qu'il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité de temps en temps aussi. Et pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui supportent les Bleus, bah, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, 5 matchs nuls de rang. Le dernier beau match de l'équipe de France était face à l'Allemagne lors de l'Euro. Depuis, c'était pas super. Et victoire. Hein. Très beau match, me dit Grégorien à l'instant. Hier soir, Grégorien, tu devais être devant ta télé. 2-0 pour la France. 2 buts de 7 hommes. Griezmann, qu'on appelle Grisou. D'où ce titre. Alors, on n'aime pas. Le problème des jeux de mots, c'est que parfois ça fait rire certains et d'autres pas. C'est le joli coup de Grisou, puisqu'il s'appelle Grisou, notre ami Griezmann. Le problème, c'est que le coup de Grisou, ça renvoie aussi, pour ceux qui connaissent l'expression, aux explosions mortelles, souvent de gaz, dans les mines, à une époque où on ne savait pas détecter ce Grisou. Voilà. Et donc, de très nombreuses villes mineures ont été emportées par ce gaz, le Grisou, avec un S d'ailleurs. Donc, alors, j'ai vu sur Twitter tout à l'heure des gens qui disaient « Ah oui, mais alors il est maladroit ce titre. Bon, est-ce qu'il faut voir le mal partout ?» Voilà. Bon, en tout cas, c'est un super match, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis, parce que je lis un petit peu de temps en temps la presse internationale, ça m'arrive, je voulais vous montrer que le New York Times, la classe, ouais, merci aux Trups. Le New York Times, parce que je lis le New York Times, bon en fait je le parcours, en butant régulièrement sur des mots d'ailleurs, que je ne comprends pas, comme celui-ci d'ailleurs, Rudged Faced, voilà, Rudge, donc je suis allé voir ce que c'est un visage Rudged, c'est un visage un peu un visage de boxeur, un peu, parce qu'on parle de Jean-Paul Belmondo, hein, du New York Times, un visage qui a vécu, quoi, un visage un peu sauvage, on peut le traduire comme ça, un visage un peu de boxeur avec ce... Voilà. Et en fait, c'est un hommage du New York Times en direction de Jean-Paul Belmondo. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, depuis hier, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus connu à l'international que je ne pensais, en fait, l'ami Jean-Paul Belmondo. Et cet article du New York Times eh ben, le constate et le compare aux plus grands acteurs américains. Qui d'ailleurs, je vais vous le dire, mais dans l'édito, en fait, le journaliste Rick Lehman le compare à, excusez du peu, Humphrey Bogart, Marlon Brando et James Dean. Voilà. Je jeterai un coup d'œil à cet article tout à l'heure. Je lis les journaux papier, ça c'est mon kiff, parce que j'aime cet objet. Moi, je suis un paradoxe vivant, je suis un journaliste d'audiovisuel qui travaille en radio, qui travaille en télé, mais qui ne s'informe quasiment qu'en lisant, merci Raquette TV, les journaux de la presse écrite. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais je ne regarde pas beaucoup la télé, j'écoute plus beaucoup la radio par manque de temps, même si c'est des beaux médias, mais j'adore lire les journaux. C'est aussi pour ça que je le partage avec vous. Et j'adore l'objet, et j'adore le papier, et j'adore son odeur, parce que ça sent super bon, et j'adore ce bruit aussi. Mais je lis, bien sûr, parce que je ne connais pas totalement has-been, la presse sur ma tablette, notamment Le Monde. C'est mon petit plaisir de l'après-midi, puisque Le Monde sort en début d'après-midi. Voilà, et j'ai lu Le Monde pour vous, alors avec un dossier qui m'a un peu interpellé hier. J'étais un peu surpris, voire pas d'accord. En lisant ceci, la fracture gauche-droite s'accentue dans la société française. Alors moi, je croyais que ce clivage était un peu has-been, était un peu vieux, était un peu dépassé. Et Le Monde nous dit, c'est une enquête, c'est un sondage qui le dit, non, la fracture gauche-droite, elle existe toujours et elle s'accentue. Voilà, bon, alors on verra ça, qu'est-ce que ça vaut. Et puis, c'est pas tout, parce que Le Monde est un excellent journal avec beaucoup de surprises, avec des choses qu'on ne lit pas ailleurs. On lira deux choses étonnantes. Alors ça, c'est un truc de dingue. Un climat de haine à la BAC de Nancy. Pour moi, c'est l'article le plus étonnant qu'on lira ensemble ce matin. 10 policiers jugés vendredi pour harcèlement moral et injures non publiques à caractère raciste. C'est comment des caïds dans une BAC ont fait régner un climat de terreur, notamment envers les policiers, les collègues d'origine immigrée. Les femmes, même des supérieurs, les mecs, ils avaient peur de rien. Ils étaient quelques-uns, mais aux idées qui sentent bien le moisi, bien le rance, voilà. Et puis ils ont fini par être dénoncés pour leurs agissements. Voilà. Et le procès a lieu vendredi. C'est surréaliste. Voilà, on lira ça. Et puis, alors moi je l'aime bien lui, parce que c'est un peu le mal-aimé, c'est Djokovic. Voilà. Hein, question pour un champion, quand on parle de tennis avec les candidats, je leur dis, bon alors, pour les passionnés de tennis, alors c'est qui votre joueur préféré? J'ai du Nadal, j'ai du Federer beaucoup, voilà. J'ai un peu dans les jeunes, du Tsitsipas, tout ça. J'ai jamais du Djokovic. Ouais, BAC, c'est Brigade anticriminalité. Jamais du Djokovic. Jamais. C'est le mal-aimé. Alors que le mec, bon, c'est un grand champion. Mais bon, il paraît qu'il a un sale caractère, sur le court, il gueule.
Il n'a pas le charisme et la finesse d'un Federer, il n'a pas ce côté hyper sympa d'un Nadal qui donne tellement et qui se bat sur tous les points avec ce jeu très spectaculaire. Mais voilà, Djokovic est peut-être en train de devenir le meilleur joueur du monde, hein, le GOAT du tennis, avec peut-être un 21e titre du Grand Chelem, alors que eh bien, derrière lui, Nadal et Federer sont encore à 20 titres, seulement, entre guillemets. Et donc, il y a un très bel article du Monde sur Djokovic, sur l'homme, le joueur, et pourquoi il est un peu mal aimé. Moi, je voulais partager ça avec vous ce matin. C'était vraiment super intéressant. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah voilà, on parle bien du gars. Il a raison, LPP, c'est vrai. On parle bien du gars. Il y a plein de polémiques autour de Djoko qui a organisé, je retrouve ton tweet, un tournoi en plein Covid l'an dernier qui a transmis le virus à plein d'autres joueurs. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas. Voilà. Mais tu voyais comment. Voilà. Autre analyse de C'est moi ni Nico, Djokovic est détesté juste parce qu'il est arrivé après Nadal et Federer. Il y a ça aussi, il est peut-être arrivé au mauvais moment. Moi qui ai rencontré Federer et Djokovic, je peux vous dire qu'il est nettement plus sympa que Federer. Voilà. Euh, voilà. Ah ben en tout cas, il est fan de Djoko là. C'est cool. Hein. Voilà. Ouais, mais vous êtes bien plus. Djoko, c'est le GOAT, c'est tout, me dit Paul de Pain. Paul de Pain. Je fais gaffe au pseudo parce que parfois il y a des blagues cachées. Je me suis fait avoir. Première saison, une fois ou deux. Eh ben, on est pas mal. Bon, on a vu les unes de la presse nationale, on a vu Le Monde, et maintenant on va aller jeter un coup d'œil à la presse en région, parce que d'abord on a une très belle presse régionale, hein, je vous le dis souvent, c'est une chance, c'est une chance d'avoir une presse vivante et forte, hein, avec des opinions diverses, avec des regards différents sur l'actualité, la pluralité, le pluralisme, c'est ça. Voilà, de pouvoir choisir son média. Il y a des pays au monde où vous ne pouvez pas trop choisir. On a une belle presse en région, j'aime la lire avec vous, pour voir que parfois il y a des actualités qui s'imposent, qui font la une de tous les journaux, puis parfois il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, on va se mettre là-dessus. Ok, les journaux sont prêts, mais d'abord, on va faire deux choses. Une chose, essentiellement. Ici, tiens, ah bah non, tiens, avant cette chose que j'évoquais, je suis très mystérieux. Hein. Je vois que je reçois un mot de félicitation de mon producteur de questions pour un champion qui me dit qu'on a cartonné encore hier. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps. Là, on est premier tous les soirs. On est premier programme en audience devant toutes les autres chaînes. Bon, ça va pas durer, hein. Je touche du bois, mais ça fait plaisir. Donc on l'est encore hier soir, me dit-il. Voilà, parce que tous les matins, je reçois ma... Ça ressemble à ça, en fait, vous voyez. C'est rigolo, ça, les coulisses de la télé. Tous les matins, à 9h, je reçois ça. OK ? C'est sur mon téléphone. C'est toutes les audiences, en fait, de toutes les chaînes de télé, de toutes les émissions, et notamment la mienne. Donc à 9h, je reçois Question pour un champion, et à 11h, je reçois la matinale de France Info. Et donc j'ai une courbe. Vous voyez la courbe de l'audience, ça monte, ça descend, pourquoi, comment, puis on compare avec la concurrence. Voilà, c'est vraiment. Alors on a l'impression d'être à l'école, quoi. C'est-à-dire que là, tous les matins, t'as 50 piges. Ouais, j'ai 50 piges. T'as 50 piges et tu reçois ta note, quoi. Bon, t'as vraiment l'impression d'être à l'école. Bon, là, j'ai des bonnes notes. Hop. Hop. Donc, qu'est-ce que ça donne, Donc, j'ai 13,5. Alors, pas sur 20, hein, c'est du pourcentage d'audience, voilà. Et a priori, on est leader en audience, me dit mon producteur Laurent, que j'embrasse, il est là. Donc, on bat TF1, on bat France 2, on bat France 5, on bat M6, on est champion, quoi. Voilà. Comment je me la raconte, quoi. Bon, mais ça fait plaisir parce que bon, l'audience, ça n'est pas tout. Hein. Il y a de très bonnes émissions qui ne font pas d'audience et il y a des choses moyennes qui en font. Mais c'est important de faire de l'audience si tu veux que ton programme est dur. C'est-à-dire que la meilleure émission du monde, si elle n'est pas regardée, à un moment, elle s'arrête. Voilà. Donc, l'audience, c'est pas forcément un signe de qualité. Je cherche mon thermos. Thermos. C'est pas forcément un signe de qualité, mais c'est important si tu veux que cette émission à laquelle tu tiens, moi je suis très attaché à la question pour un champion, elle dure. Voilà. Alors, une question qui revient souvent, tiens, puisque vous êtes nombreux à la poser, comment c'est calculé l'audience ? Parce que parfois il y a des critiques sur la mesure d'audience qui est faite par Médiamétrie, qui est une entreprise donc, qui a mis, je crois, qui met 1000 boîtiers. Combien de boîtiers Médiamétrie ? On va chercher d'ailleurs. Chez des foyers, voilà, représentatifs au niveau de l'âge, du profil social, on va dire représentatif de la société française. Voilà, c'est un peu comme un sondage, quoi. Voilà. Donc c'est pas des gens qui ne sont pas choisis au hasard. Et on regarde ce que les gens, médias, regardent en temps réel.
Voilà, c'est 1000 foyers test, quoi. Combien il y a de boîtiers alors? Ouais, c'est pas 1000, c'est 7750 boîtiers. Alors régulièrement, on voit des accusations contre ça en disant ouais, mais attendez, c'est 7750, c'est pas 60, c'est pas 60 millions de Français, donc c'est forcément erroné. Et non. Et là, on rentre dans les statistiques. Pour ceux qui ont bossé sur les statistiques, on sait qu'à partir de 1000 personnes, c'est pour ça que les sondages se basent sur au moins 1000 personnes, à partir de 1000 personnes, en fait, tu peux augmenter énormément ton panel, c'est-à-dire tu peux faire 2000, 10 000, 1 million de personnes. En fait, statistiquement, il y a de fortes chances qu'en interrogeant 10 millions de personnes, tu aies exactement le même résultat que 1000. Voilà, c'est des statistiques. Je ne suis pas très, très bon en statistiques, donc ne me demandez pas pourquoi. Donc là, on n'est pas à 1000, on est plutôt proche de 8000. Et donc, ça donne des pourcentages. Voilà. Alors, voilà. 7750, me dit Maxime, par exemple, dit que c'est très représentatif. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour ou pas, mais en tout cas, les statisticiens disent que c'est super représentatif. Alors certains disent, ah oui, mais attention, il y a les box maintenant, donc ça pourrait être beaucoup plus fin. On aurait accès à des millions de box et on pourrait voir. Ben non, c'est plus compliqué que ça parce que en fait, tu sais pas qui y a derrière la box, donc tu sais pas si tu as cet échantillon représentatif de la population française. Et tout le monde ne regarde pas la télé sur les box. Hein, les gens qui regardent directement en TNT, etc. Et donc, ce serait pas plus juste, voire ce serait sans doute moins juste. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que c'est un débat qui est ouvert. Certains disent qu'on pourrait faire mieux que ça. Voilà comment j'ai ma petite note le matin. Maintenant, les amis, avant de lire la presse en région, ceux qui nous découvrent pour la première fois se disent qu'on parle de tout sauf des journaux, ça n'est pas vrai. On fait une petite pause. On a une religion ici, une seule, très tolérante d'ailleurs, puisqu'on peut boire autre chose, c'est le café. Voilà. Et Maxime me dit, c'est pas humoristique. J'ai fait pas mal de stats, c'est en effet très représentatif. Bon, voilà, je me posais la question. Merci Maxime. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît, il nous dit que c'est OK. Donc la religion ici, c'est le café parce que c'est mon carburant. C'est ce qui m'électrise, me rend électrique, aidez-moi. Qui m'électrise, aidez-moi. Parce que j'ai pas bu de café encore. Elle m'électrifie. On est plus malin quand on est plusieurs. Elle m'électronise. Elle m'électrifie de la tête aux pieds, surtout par là, c'est le café. Et merci pour les petites émotes que je vois. Je vois des tasses, je vois des mugs, je vois des thermos, là, à l'instant. Voilà, puisque mes petites émotes, je les ai fait sur cet univers du café. On se demande bien pourquoi. On aime tellement ça ici qu'on a même une musique, je l'ai baptisée la musique du café. Bon café à vous, pas ce que vous voulez d'ailleurs, parce que ici, on boit ce qu'on veut. Moi, c'est ça. C'est parti! Ça fait du bien, donc ça m'a bien électrolysé, électrifié, électromécanique. J'ai vu plein de propositions sympas, le cerveau. Donc ça veut dire qu'on peut y aller. C'est vous qui présentez Question pour un champion. Pas du tout, c'est un autre garçon qui me ressemble beaucoup, qui est beaucoup plus beau que moi d'ailleurs. Aucun signal, pas de problème, regardez. Le pro de l'informatique que je suis devenu malgré moi va vous réparer ça en 2 secondes, dit-il. Aïe, ça marche. Allons feuilleter un petit peu la presse en région. Pour voir que vous avez beaucoup de une ce matin, quelle que soit votre région, le journal de chez vous, il va vous parler souvent de ce procès. Quel mot pour qualifier ce procès totalement hors norme? Ceux-ci, par exemple, en une de l'Ardennais, ce procès pour l'histoire. Et hier, j'avais un invité qui était un rescapé du Bataclan, sur France Info, qui me disait « J'aime pas l'expression un procès historique, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de ce procès. Est-ce qu'il va être réussi ? Est-ce qu'il va être réussi? Est-ce qu'il va répondre à nos questions? Est-ce que les terroristes vont parler? C'est pas sûr. On craint que les terroristes, et notamment Abdeslam, qui est le seul membre du commando encore vivant, reste mutique, comme il est depuis le début des interrogatoires. Donc est-ce que ce procès sera réussi? On ne sait pas, mais en tout cas c'est un procès pour l'histoire. Voilà. C'est différent. Et c'est pour se souvenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est filmé, enregistré. Comme très peu de procès le sont en France. Je crois que c'est une loi de 85 qui l'a permis, afin que ça puisse nourrir les archives des historiens. Ensuite, donc c'est un procès pour l'histoire. L'Ardennais a raison de
utiliser ces mots. L'Est éclair utilise les mêmes, vous le voyez, et explique, oui, la cour d'assises spéciale va siéger durant 9 mois et tout sera filmé. C'était l'idée que j'évoquais à l'instant, j'ai pas fait exprès. Les grands esprits se rencontrent. Voilà. Alors souvent, les journaux en région sont allés voir chez eux des rescapés, des proches des victimes, pour savoir comment ça allait. 6 ans après. Voilà. Attentat de Paris, c'est Nantais, n'oublie pas, par exemple. Là, on est avec Presse Océan, dans la région de Nantes, justement. Et là, par exemple, on voit que le journal a rencontré Victor Rouard, blessé au Bataclan, ou Leslie Guillard, qui était au cœur du drame aussi, et qui témoigne. Donc plusieurs journaux en région ont fait ça. Parce que ce procès, il est peut-être avant tout pour les victimes. Donc c'est bien d'aller voir ces gens. Ce matin, on a reçu sur France Info, c'était très émouvant, un papa, un monsieur dont le fils de 23 ans, qui était étudiant en sciences, je crois, est mort au Bataclan. Voilà. Donc on l'a invité pour lui demander ce qu'il attendait de ce procès. Lui, il se bat pour la mémoire de son fils. Il a fait un truc formidable. Il a créé une bourse d'études, puisqu'il était chercheur, ce monsieur. Et son fils scientifique, il a créé une bourse d'études pour financer les études de 2 étudiants. Et la bourse porte le nom de son fils. J'ai trouvé que c'était magnifique comme initiative pour dépasser son chagrin, pour faire vivre son fils qui était promis à une belle vie et qui s'est arrêté à 23 ans. Voilà, c'était assez fort. Continuons à feuilleter les unes de la presse en région ce matin. Alors bon, parfois, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que prenez Nord Littoral, qui est un journal très, très bien. Donc tout le monde ne parle que du procès en une ce matin. Et là, on tombe sur... c'est un peu décalé, quoi. Arnaqué après la vente d'un chiot. Ok, alors, c'est important, mais est-ce que ça valait la une? Je sais pas, parfois, on se pose des questions comme ça. Bon. Ok. Et c'est bien le journal du mercredi 8 septembre. Hein. Arnaqué après la vente d'un chiot, conflit. Un éleveur de chiens du Calaisis a été victime d'une arnaqueuse du sud de la France et il tient à alerter sur la vente d'animaux. Alors certes, les 2 petits chiots là sont très très beaux. Hein, t'as envie de leur faire plein de bisous. Mais parfois, parfois, sur le plan local, il y a des surprises au niveau du... Ils sont en décalage là. Dans le Nord, me dit Manon Bou, avec un très, très joli badge. Je suis un peu d'accord. Voilà. Mais après tout, la vie continue aussi. Par exemple, la Dépêche du Midi ce matin fait sa une. On est bien le mercredi 8 septembre sur les retraites, hein, puisque on pensait la réforme des retraites renvoyée au calendrier grec, et en fait, il se murmure que le président Macron pourrait la relancer avant la présidentielle. Partie de la réforme, ce qui fâcherait le plus les augmentations de durée de cotisation serait reporté, c'est malin, après la présidentielle, et ce qui fâcherait le moins, la fin des régimes spéciaux, ou encore la retraite minimum pour ceux qui ont le moins cotisé à 1 000 euros, dans mon souvenir, eh bien, serait maintenu. Voilà, ça c'est la une de la Dépêche du Midi. C'est un sujet dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Il y a encore des unes sur Belmondo, de la nouvelle, je vous voyais peut-être ici la Nouvelle République des Pyrénées. Voilà. Donc Belmondo qui a fait la une de quasiment tous les journaux hier, et ça continue avec la Nouvelle République des Pyrénées, et encore le Petit Bleu d'Agen. Et c'est bien ce que fait la presse régionale, parce que vous voyez que c'est une presse qui ancre l'actualité nationale dans le local. Ici, par exemple, s'intéresse au lien qu'avaient Belmondo et Agen, puisqu'on est avec le journal de la région. Je reviens au procès des attentats de novembre 2015. Voilà, l'indépendant catalan est allé à la rencontre d'une famille de victimes. Son épouse est décédée au Bataclan et il veut fixer Abdeslam dans les yeux, hein, le seul survivant du commando. C'est une chose qui est exprimée par certaines victimes ou familles de victimes, c'est de pouvoir voir le terroriste, de pouvoir essayer de croiser son regard, et puis en espérant qu'il parle. Voilà. Il y a assez peu de chance, disent ceux qui suivent ce dossier. Alors 9 mois, hein, quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais pourquoi 9 mois? Pourquoi 9 mois ce procès? Parce que il y a des milliers de procès-verbaux, c'est des années de travail et d'instruction pour les juges. Il y a 1800 parties civiles. C'est énorme, donc voilà, la justice a besoin de ces 9 mois. En l'occurrence, il ne faut pas se presser. Donc 9 mois pour comprendre, nous explique la Provence, hein, dans la région de... Il y a plusieurs éditions, mais ça peut être de Marseille. Ici, c'est l'édition d'Aix. Voilà. Ok.
Je vois que le journal est allé à la rencontre d'un commissaire marseillais qui était en première ligne de l'assaut de la BRI au Bataclan. Dans l'horreur des attentats, ça c'est la une de Corse Matin. Là, on a une image d'archive. Alors, est-ce qu'on est devant le Bataclan, devant un café parisien? Voilà. On est peut-être devant le Stade de France, puisque Corse Matin est à la rencontre d'un Corse, d'un jeune Ajaxien, blessé au Stade de France par un kamikaze, et il témoigne dans Corse Matin. La parole aux victimes, ce matin, je vous le disais. Ouest France, la une de Ouest France, procès historique. Alors, je vous parlais de ces mots. Certains préfèrent parler d'un procès pour l'histoire plutôt que d'un procès historique, puisque ce procès peut être complètement raté, ou pas, hein, mais on n'en connaît pas l'épilogue. Ce procès historique, c'est pourtant des mots qui viennent souvent ici en une de la presse de la Manche. Voilà. Je vois que certains sont de Corse et lisent Corse Matin. Le procès du siècle, alors ça c'est assez, comment dire, il y a assez peu de débat là-dessus. Hein, c'est le procès du siècle, c'est la une de Monaco Matin. Un procès hors norme, alors ça c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez une image ici du palais de justice de Paris, l'ancien palais de justice de Paris, puisque maintenant c'est dans le 17e, limite banlieue, c'est vraiment quasiment à cheval sur le périphérique. Bâtiment ultra moderne, comment le décrire, en trois cubes en forme pyramidale. Tout se passe là-bas maintenant. Sauf que pour ce procès, on a préféré le faire ici, dans l'ancien palais de justice de Paris, en créant une immense salle provisoire. Voilà. Ce procès hors norme. Et là, vous avez une photo justement de la façade du palais de justice de Paris. C'est ce que je voulais vous dire. On va à la rencontre des victimes avec les journaux. Tiens, on va prendre peut-être une minute pour feuilleter l'Union du côté de Reims. Cet attentat m'a transformé. C'est ce monsieur qui s'appelle Jérôme Barthélemy qui a vécu le massacre du Bataclan. Il était sur place. Il revient sur cette soirée sanglante et sur son traumatisme. C'est-à-dire pages 2 à 5. Allons feuilleter le journal ensemble. Voilà. Ce monsieur qui déclare, vous lisez avec moi, je ne souhaite pas être un rescapé jusqu'à la fin de mes jours. Cube pyramidal, on ne fait pas la même géométrie. En fait, c'est des cubes entassés les uns sur les autres, ça fait une pyramide. Oh là là, vous jouez sur les mots, hein, c'est fou. Hein. Voilà. Que dit-il? Il dit qu'il ne va pas aller au procès déjà. Dès le départ, j'ai fait en sorte de passer à autre chose, ne souhaitant pas être un rescapé jusqu'à la fin de mes jours. Dans la même logique, il ne s'est pas constitué partie civile d'ailleurs. Je ne voyais pas ce que ça allait m'apporter, je n'ai pas été blessé, je n'ai pas eu de séquelles, à part un passage à vide, mais ça n'a pas bouleversé ma vie. Bon, elle est costaud quand même. Certains ont été vraiment traumatisés, même ceux qui n'ont pas été blessés. Je vais suivre le procès, je vais être attentif aux témoignages. Ce n'est pas les accusés qui m'intéressent, c'est le parcours des victimes. J'attends de connaître leur histoire, ayant forcément des dissemblances avec la mienne. 1800 parties civiles, mais autant d'histoires différentes, hein, bien sûr. Et j'attends aussi de savoir comment elles ont traversé les 6 années qui ont suivi. C'est un monsieur qui semble s'intéresser presque davantage aux autres qu'à lui-même. Voilà. Est-ce que vous voulez revenir en arrière, me demande le journaliste, pour re-raconter ce qui s'est passé? Ouais, bah vite fait alors. Alors, il explique. J'étais fan des Eagles of Death Metal, hein, le groupe qui jouait ce soir au Bataclan. Ce soir-là, je les avais déjà vus dans un festival. Je voulais les revoir en salle parce que c'est un grand groupe de scène. J'étais arrivé au Bataclan vers 21h30. Je ne sais pas si on en parlera au procès, mais on entrait dans la salle comme dans un moulin. Je me rappelle avoir été surpris de ne pas avoir été fouillé. Je me trouvais du côté du bar. À un moment donné, je me suis rapproché de la scène. Ce déplacement m'a un peu sauvé la vie en ayant changé de place. J'étais plus en première ligne. Est-ce que vous avez réalisé tout de suite que c'était un attentat qui se déroulait? Non, comme beaucoup, j'ai cru que c'était des pétards. Je me suis même dit que c'était un peu lourd comme blague. Et puis en me retournant, j'ai vu des terroristes tirer. Ils étaient en survêt avec une Kalachnikov aussi grande qu'eux. Ils n'avaient pas beaucoup de prestance. Et puis j'ai vu quelqu'un se faire tirer dessus. J'ai pas vu de sang, mais j'ai vraiment compris. Comme tout le monde, je me suis couché. Je me suis dit alors, soit tu fais le mort, soit tu essaies de fuir. C'est cette dernière option que j'ai choisie en me disant que j'aurais au moins essayé quelque chose pour sauver ma vie. C'est vrai que beaucoup de gens ont fait le mort en fait. Certains ont sauvé leur vie comme ça. Certains ont essayé de s'enfuir, ont été abattus. Certains, c'est ce que des témoins ont raconté. Excusez-moi. Avec le soleil, les pollens reviennent. Et certains ont raconté ces scènes où tout le monde était couché dans la fosse. Et certains ont essayé de s'enfuir, étaient abattus. Certains ont vu leur téléphone sonner. C'était des proches qui les appelaient, souvent pour prendre des nouvelles. Ils ont été abattus. Et lui explique qu'il a réussi à s'enfuir. Je me suis rapidement relevé. Je suis un peu monté sur les gens.
C'était hyper impressionnant de voir tout ce monde couché. J'ai remonté la balustrade, la scène, avant d'arriver dans un local technique. C'était la panique. Il n'y avait pas d'issue dans cette petite salle. On entendait les tirs de Kalachnikov. J'ai pensé que j'allais y passer. Apprenant qu'une sortie de secours était de l'autre côté, j'ai tout retraversé. Ouf. Je n'avais qu'un objectif en tête, courir, sortir du Bataclan. Il fallait monter, descendre des marches, on ne voyait rien. J'ai fini par déboucher dans une impasse. Je me suis caché dans une cour d'immeuble. Plus tard, je suis entré dans un bar qui s'appelait le Panic Room, c'est véritable, où je suis resté enfermé. Comprenant que je m'étais sauvé la vie, comprenant que je m'étais sauvé la vie, j'ai envoyé un message à mon ex-femme et mère de nos enfants pour la rassurer. Voilà. C'est fort, je trouve, ces témoignages-là. C'est plus, ces mots, c'est plus fort que n'importe quelle image. Voilà, ça c'est à lire dans l'Union, pour ceux qui habitent la région de Reims. C'est très fort. Alors bah oui, voilà, la parole aux victimes, il raconte les attentats de Paris. Paris-Normandie a fait la même démarche d'aller voir des victimes. Le Midi Libre est sur une autre actualité, voilà, sur la crise sanitaire et sur les faux passes sanitaires. Et, on en a beaucoup parlé, mais le phénomène s'intensifie malgré les sanctions. Voilà. Donc il y a des gens qui préfèrent acheter très cher des passes sanitaires plutôt que se faire vacciner gratuitement. Bon, voilà. La douleur est toujours là. Sud-Ouest qui allait à la rencontre d'une famille, des proches de Maxime Bouffard, victime du Bataclan. Le procès du siècle, on a entendu ce mot tout à l'heure, et c'est la une ce matin de Nice Matin. Avec le... Ouais, regardez, là, c'est l'image que vous voyez, c'est le Bataclan Café, en fait. Parce qu'on ne le sait pas, mais les terroristes ont d'abord tiré sur les gens qui étaient attablés en terrasse du Bataclan Café avant de rentrer dans le Bataclan. Voilà. Et le dernier titre de PQR, comme on dit dans notre jargon, de presse quotidienne régionale que je vous montre ce matin, c'est donc celui du Télégramme, journal breton, l'autre grand journal breton avec Ouest France qu'on a vu tout à l'heure. Vous lisez ce titre avec moi, 9 mois pour juger l'horreur. Voilà. Et le Télégramme qui écrit le procès des attentats s'ouvre après une enquête de 4 ans qui laisse certaines questions sans réponse. Sur Abdeslam, par exemple. Alors lui, pourquoi il est en vie? Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'en fait, il n'a pas déclenché sa ceinture d'explosifs. Et la question qui est toujours en suspens, c'est que lui a dit « Je n'ai pas voulu déclencher ma ceinture ». Je n'ai pas voulu déclencher ma ceinture. Or, après, la balistique a examiné l'engin et s'est rendu compte qu'en fait, l'appareil était défectueux. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'a pas voulu déclencher sa ceinture d'explosifs? Est-ce qu'il n'a pas réussi à le faire? Voilà, c'est une des questions en suspens. Et comme on craint qu'il ne parle pas, qu'il reste mutique, comme on dit, eh bien, on n'aura peut-être pas la réponse à cette question. Voilà. Je lis vos commentaires. Il y a Ginro qui dit j'ai vu dans le JT de France 2 que François Hollande va témoigner à la barre en novembre. Oui, merci pour certains qui offrent des subs, là. C'est super sympa. C'est cool pour ceux qui vont pouvoir les recevoir. Je trouve ça génial. François Hollande, effectivement, ancien président en exercice, il était au Stade de France le jour où tout a explosé. C'est lui, donc évidemment, il est informé de ce qui se passe, et c'est lui qui prend la décision de ne pas faire évacuer le Stade de France. Et on pense que François Hollande, l'ancien président, a sans doute, sauvé plein de vies ce soir-là, parce que les terroristes attendaient dehors, avec le ceinture d'explosifs, sans doute en attendant que la première explosion, puis la deuxième, crée une panique, et que les gens évacuent en masse pour faire exploser les charges suivantes. Et le président Hollande a pris la décision de ne pas faire évacuer le Stade de France, a laissé le match se poursuivre, de ne pas avertir les joueurs. L'évacuation n'a pas eu lieu et les terroristes se sont fait exploser quasiment tout seuls dehors. Voilà, donc on pense aujourd'hui que cette décision a permis de sauver plein de vies et donc il ira à la barre. Il était l'invité de France Info ce matin chez nous à 8h30 à la fois sur la radio et sur la télé. Voilà pour la presse en région. Je vous propose maintenant de rentrer dans les articles maintenant, de lire un peu la presse et donc de mettre des réponses sur certaines des questions qu'on se pose. Voilà. Je suis Ebobi, mon cousin nous dit ce matin dans le chat, mon cousin était au Stade de France et il m'a dit la même chose sur la question de l'évacuation. Voilà.
Alors, Odenum regardait le match alors qu'il savait qu'il y avait des terroristes à l'extérieur. Non, non, lui, il est parti. Il a quitté le match. C'est juste qu'il l'a fait super discrètement pour pas donner l'alerte et pour pas créer un mouvement de panique. Donc, il n'a pas continué à regarder le match. Donc ça, c'est pas une info que tu as lue ou que tu as vue, c'est une déduction que tu as faite. Mais attention, quoi, sur les infos comme ça, c'est tout le débat que nous, les journalistes, on a sur l'information en ce moment, c'est que chacun est émetteur d'infos et les infos, il faut les vérifier. Donc François Hollande n'est pas resté à regarder le match, quoi, par exemple. Hein, ça, c'est pas une info. C'est une fausse déduction de ce qui s'est passé. Alors, lisons un peu les journaux. Donc, Le Parisien, je reprends Le Parisien. La nuit qui a choqué la France, on va se pencher sur ce procès, et puis prenant les journaux, de temps en temps, on fera un petit pas de côté pour aller voir d'autres actualités qui sont évoquées par ces mêmes journaux. Quelle heure il est 10h19, on a commencé à 9h30 ce matin, une demi-heure plus tôt que les 2 jours précédents, parce qu'à 11h30, j'ai médecin. J'ai médecin, donc je vous laisse à 11h25, je vous laisse. Alors c'est médecin, vous savez, en télémédecine, là, avec l'ordinateur, donc je vous laisserai. Donc on est ensemble jusqu'à 11h30, 11h20. Le Parisien, 9 mois pour juger la terreur. Et donc tout à l'heure, à 12h30, à 12h30, téléconsultation. Merci. Le procès va s'ouvrir et le président de la cour d'assises va prononcer ces mots. Les débats sont ouverts. Voilà. 6 ans, écrit Le Parisien ce matin, 6 ans après les tueries terroristes les plus meurtrières que la France ait endurées depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est pour ça que certains aussi parlent d'un procès historique, dans une île de la cité barricadée de forces de l'ordre entre les murs lambrissés de bois d'une salle spécialement construite, je vous le disais, au cœur du palais de justice historique de Paris, la plus grande audience criminelle jamais organisée dans l'Hexagone va débuter. Procès historique. Ce procès est celui d'événements qui ont causé la mort de 130 personnes, blessées physiquement et psychiquement des centaines de rescapés, et marqué profondément notre mémoire collective. Je vois quelqu'un qui se demande, Godric, si on peut voir le procès en direct. Non, c'est filmé pour l'histoire, c'est filmé pour les archives. On ne peut pas voir le procès en direct. Voilà, la justice, c'est comme ça. De même qu'il y a une web radio pour écouter les débats qui est réservée aux victimes, avec des identifiants et tout. Donc nous, on n'y a pas accès. Vous n'aurez pas d'image. C'est pour ça qu'il y a des dessinateurs de presse dans la salle qui font des dessins, puisqu'il n'y a pas de photos, notamment des accusés, dans un procès. Exceptionnel par la gravité des événements jugés, par sa durée, parce qu'il sera filmé pour les archives audiovisuelles de la justice. Écrit Le Parisien, il l'est aussi par le grand nombre de victimes impliquées, avec près de 1800 parties civiles, je vous le disais. Je vous disais aussi que les journaux ne parlent pas que du procès ce matin. Moi, c'est un truc qui m'a un petit peu étonné et puis séduit aussi, et peut-être vous aussi. Je ne sais pas si j'en ai pas marre, vous, des tests PCR avec ces cotons-tiges géants, ces écouvillons qu'on vous met au fond du pif. C'est quand même pas les trucs les plus désagréables de cette période si bizarre. Eh bien, c'est fini, peut-être, avec cette borne dont parle Le Parisien et un autre journal d'ailleurs, parce que je l'ai appris ailleurs. Bougez pas, hein, je suis là. Hein. Je vous cherche l'article qui en parle dans les Échos, je crois. Non, c'est même pas dans les Échos. C'est où alors? Ah, j'en ai des journaux. Alors Samuel, où as-tu lu? C'est sûrement pas dans l'équipe. Moi j'aurais dit dans les Échos. Non. Non, c'est pas dans. C'est dans. Non, dans le Figaro Écho alors peut-être. Si vous pouviez me voir en train de me battre avec les journaux, je peux vous dire que vous rigolerez bien. Ils sont en équilibre très précaire sur un tabouret. Et c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Bon, tant pis. De toute façon, l'info, elle est là. Donc, c'est une borne qui détecte le Covid. Sans contact, paf, vous êtes mis devant une borne. Et elle mesure plein de trucs, plein de données. L'article explique la température, la fréquence, les variations cardiaques, le rythme, l'amplitude respiratoire. Le radar analyse les légers mouvements de la peau au niveau de la peau, enfin du corps, système thermique, algorithme. Bref, c'est fiable à 94%, aussi fiable qu'un test PCR. Ça fonctionne. Voilà.
sans contact. Et ça vous dit si vous avez le Covid ou pas. C'est pas génial, ça? Voilà. Et donc, ce qui est dingue, c'est que c'est Valeo, équipementier automobile, qui a inventé ce truc, qui est déjà dans certains hôpitaux français et qui va bientôt, qu'on va voir un petit peu partout. Alors, la question, c'est comment Valeo a inventé ce truc? Équipementier automobile, les gars. Et ben en fait, ça s'explique. Comment Valeo, qui d'ordinaire met sa matière grise au service des constructeurs auto, en est arrivé à concevoir cet outil sanitaire. En fait, la crise, explique le journal, l'a tour à tour amené à fabriquer des visières de protection, des respirateurs de réanimation, puis à se demander si sa technologie de pointe en matière de traitement thermique de l'habitacle, la clim des voitures, ne pouvait pas trouver d'application de santé. Il y a une équipe de 10 personnes qui a été dépêchée par Valeo sur le projet, parce qu'en fait, pour les clims un peu haut de gamme des voitures, ils avaient un mécanisme qui permettait, donc je lis, de micro-calibrer la climatisation et le chauffage à l'intérieur d'une voiture en fonction des personnes présentes, avec des caméras, un radar, des algorithmes. Voilà. Et ils se sont servis en fait de ça pour fabriquer leur borne de détection du Covid. C'est pas ouf? Voilà. Donc ça arrive bientôt. La fin du PCR dans le pif. En tout cas, c'est pour ceux qui pourront accéder à cette borne. C'est intéressant de voir quel prix ce sera vendu. Donc dans le Parisien, on apprend ça. Hein, c'est une info que j'avais vue nulle part ailleurs ce matin. Et puis, le Parisien nous parle, allez, aérons-nous un petit peu aussi, du football. Voilà, tiens, on fait une petite pause foot avec, je pense que pour les supporters des Bleus, c'était un bon moment, s'il y en a là, dans le chat, hein, de voir les Bleus gagner là, hier soir 2-0 dans les éliminatoires, les qualifications pour le prochain mondial 2022, alors qu'on sort de 5 matchs nuls, qui étaient un petit peu le houilleux à propos de la cabine Covid. Est-ce qu'ils vont faire la même chose pour la prostate? Excellent. Un succès qui fait du bien, c'est ce que je disais, c'est le titre du Parisien. Grâce à sa victoire sur la Finlande, l'équipe de France fait un grand pas vers la qualification. C'est vrai qu'on est toujours en tête du groupe, on a pris un petit peu le large, tout en retrouvant de la qualité dans son jeu. Après 5 matchs de nul, le Parisien qui a écrit, on se gardera quand même, soyons prudents, hein, parce que hier tout le monde disait pique-pendre de l'équipe de France, puis ce matin c'est un peu la fête, hein. En mode footix. On se gardera d'affirmer que l'équipe de France est tout à fait guérie, qu'elle a purgé tous ces mots et refermé définitivement le livre de l'échec du dernier Euro. Ah, les mauvais souvenirs. Dans ce domaine, on sera plus instruit le mois prochain face à la Belgique, puis l'Espagne ou l'Italie. Opposition plus consistante que les 3 pays affrontés jusqu'ici. Mais ce succès face à la Finlande hier soir, donc le premier après 5 matchs nuls, nous parle d'une équipe et de joueurs animés par un orgueil qui les a poussés à se réformer. Je vois quelqu'un qui était au stade là, qui était... Ah, c'est SCOS 18. Yes, j'étais au stade, je te regarde dans le train pour retourner sur Paris. Tu as dû passer un super moment. Un premier but de Griezmann en première période, bim, et il remet ça en deuxième période, 2-0. Score final, 2 buts de Griezmann. Et justement, le Parisien en parle bien sûr, en choisissant de remettre son numéro 7 dans l'axe, c'est lui. Le sélectionneur, Didier Deschamps, a rendu son pouvoir créatif et son efficacité à son leader technique. Si le trio offensif Martial, Benzema, Griezmann a fonctionné, c'est en grande partie sous l'impulsion du joueur de l'Atlético de Madrid, donc on parle bien de Griezmann, devenu l'égal de Michel Platini au nombre de buts en sélection, 41 buts en sélection, je crois qu'avec Platini, tous les deux ils sont à égalité, et ils sont 3e, il y en a 2 qui sont devant. Voilà. Et donc le Parisien se régale, on a vu tout ce qui nous avait manqué avec les Bleus ces dernières semaines, du jeu en triangle, des courses, des remises en mouvement, du jeu dans les petits espaces. Et c'est vrai que bon, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais pour avoir vu les actions ce matin, en préparant la matinale, la façon dont Benzema et Griezmann se cherchent, se trouvent dans les tout petits espaces, des passes de Benzema millimétrées, hein, Benzema qui a été extrêmement altruiste, qui n'a pas marqué, mais qui est à l'origine, par ses actions, ses décalages, des 2 buts de Griezmann, c'était magnifique. Tiens, bah d'ailleurs, hop, Benzema, un retour et des offrandes, c'est exactement ce que dit... le Parisien, il n'avait jamais foulé la pelouse, mais était pourtant chez lui, c'est vrai. Et les supporters français du Groupama Stadium ne s'y sont pas trompés, déployant une banderole Benzema, bienvenue chez toi, à l'occasion du retour en terre lyonnaise de l'ex-chouchou de Gerland, parti en 2009 au Real Madrid. Le stade veut le voir marquer, c'était peut-être le cas de notre ami qui a vu le match hier, veut le voir marquer, mais lui, ce qu'il veut, c'est voir la France gagner. Alors il se mue en passeur, avec d'une jolie déviation, envoie Griezmann ouvrir le score et soulager tout le monde. 1-0, après la pause, le numéro 19, Benzema, continue de se fondre dans le collectif. Quand un joueur de ce niveau-là
joue pour l'équipe, forcément, il se passe des choses intéressantes. Habilement, il efface 2 Finlandais, renverse le jeu, sert du bois, qui offre le doublé à Griezmann. Preuve qu'à 33 ans, il n'est plus le jeune de Gerland obsédé par les statistiques individuelles. Désormais, offrir les buts de la victoire lui convient tout aussi parfaitement. C'est beau, non? Voilà, Benzema a mûri, son jeu est maintenant magnifique, nous dit Coco Dunde. Voilà. Beaucoup, c'est vrai ça, Peter Gone, beaucoup auraient cherché le but à sa place. Karim a cherché ses partenaires, exactement. Je lis vos commentaires parce que c'est ça qui est sympa ici. Sinon, je reste à la télé. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que... D'accord, attends, attends, hop, je fais une petite pause pour McTain, qui vient de me parler. Allez, hop, je fais ça tout de suite, mon ami. Hop, j'y vais. Un truc de Twitter. Excusez-moi. J'essaie de te trouver. Je te trouve pas. Mâche. Non, je te trouve pas. Bon, je ferai ça plus tard. En tout cas, j'ai bien lu ton message. Bon, voilà pour le Parisien. Donc, on a la cabine anti-Covid. On a ce beau match d'hier. On y reviendra avec l'équipe tout à l'heure. Et le procès. On revient au procès, on prend Libération. Faire face. Ah oui. Alors, ce sont les victimes qui font face à leur douleur, à leur vie, parfois chamboulée, totalement chamboulée. Et puis c'est aussi un pays et une démocratie qui fait face avec son arme à elle, qui est la justice, et pas les balles, et pas les explosifs, face à ceux qui veulent la détruire, voilà, face aux terroristes. Voilà. Et c'est toute la dignité d'une démocratie de faire face avec la justice à ceux qui veulent la mettre, la battre en fait. Comment trouver les mots pour raconter l'horreur? C'est la question que se pose Libération ce matin. Il y a un édito de Dove Alphon qui signe toujours de bons éditos d'ailleurs, et qui écrit ce matin, voilà, ce procès, est-ce que ça peut réconforter les survivants? C'est la question, ça. Assister les proches des victimes, délier la parole. Eh ben, on leur a parlé avant l'ouverture de la course d'assises spéciale de Paris. Donc Libé, comme d'autres journaux, est allé à la rencontre de ces victimes et a constaté ceci: beaucoup vivent toujours dans un emmurement social lié au traumatisme. Il y a cette impression que ceux qui n'ont pas vécu cette nuit de carnage ne peuvent pas comprendre. Il y a aussi ces témoins qui ont tenu à venir, à faire face pour surmonter les craintes, se hisser au-dessus de ce statut de victime que les terroristes leur ont infligé. C'est un petit peu ce que disait le monsieur qu'on a lu tout à l'heure dans l'Union de Reims d'ailleurs. Pour redevenir citoyen d'une nation où, c'est ce que je disais à l'instant, la justice a le dernier mot. Il est regrettable. Là, il y a Libé qui fait une petite critique. Il est regrettable que cet événement national ne soit pas diffusé en direct. Quelqu'un demandait tout à l'heure, mais pourquoi je ne peux pas regarder en direct? Libé le regrette aussi. Ne soit pas regardé en direct. Diffusé en direct pour permettre à la solidarité collective de se former autour d'eux, pour qu'on puisse former un bloc autour de ces victimes. Libé le regrette, mais les archives filmées resteront pour prouver aux générations futures qu'au-delà des chiffres et des faits, c'est la justice même qui a prévalu au-delà de la barbarie, entre droits des accusés, parce que les accusés ont des droits, tout terroristes qu'ils sont. Voilà. C'est la grandeur de la démocratie de permettre cela, et de respect aux victimes. C'est ce que je disais, sauf que Libération et Dove Alphon l'expriment quand même beaucoup mieux. La parole à une avocate qui représente 54 parties civiles, qui s'appelle Virginie Leroy. Il y a autant d'attentes et de disparités qu'il y a de parties civiles. Il y a celles qui croient aux vertus cathartiques du rite judiciaire, et celles qui, comme Guillaume, n'attendent pas grand-chose des débats pour apaiser leur trauma, parce que trauma, il y a. Voilà. Alors les victimes, elles se posent des questions, notamment celles qui vont venir à la barre. Aujourd'hui, ceux qui restent triturent le cœur et les méninges. Comment raconter l'horreur de cette nuit d'automne? Comment éviter la redondance alors qu'ils seront environ 280 à succéder à la barre? Comment ne pas dire la même chose quand on est appelé à la barre que ceux qui sont passés avant? Voilà, c'est les questions que les victimes se demandent aujourd'hui. Beaucoup ne souhaitent pas venir. Ils considèrent que ce procès, c'est trop dur, c'est une épreuve trop dure, ils n'en voient pas l'utilité. C'est pour porter leur voix que ce père, dont le fils a été mortellement blessé au Bataclan, témoignera 2 fois au titre de partie civile avec son épouse, en tant que représentant aussi de victimes. C'est un père qui dit ceci: certains proches d'une personne décédée
se sont aussi posé la question de l'intérêt d'un témoignage, car ils n'étaient pas directement sur les lieux des attaques. Mais avec les avocats de l'association, il a tenté de les convaincre du caractère essentiel de leur voix. Les proches des personnes décédées, qui disent « mais moi, j'y étais pas, pourquoi ?» Et si, il faut venir. Estime ce père de famille, les victimes n'ont pas été tuées pour ce qu'elles étaient, mais pour ce qu'elles représentaient. La jeunesse, la vie. Voilà. Il est important de les incarner, de montrer à tous qu'elles n'étaient pas des anonymes, ces victimes, mais avaient une vie qui ne demandait qu'à se poursuivre, comme le jeune homme de 23 ans qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce jeune étudiant en sciences qui a vu sa vie s'arrêter à 23 ans, un soir au Bataclan. Son papa, ce matin, sur France Info, nous racontait que son rêve, c'était d'aller au Japon. Et il n'a jamais pu le faire. La justice pour réparer les vivants, pour moi, c'est une des plus belles unes ce matin sur cette actualité. On devine, on voit l'émotion de cette jeune fille, de cette jeune femme qui est devant des bouquets de fleurs qui ont été déposés à la mémoire des victimes. On est à Paris. La justice pour réparer les vivants. Voilà. Cette une est très belle. Elle est très forte. Ah oui, ça peut, voilà, c'est le côté cathartique. Hein, je ne sais pas si tout le monde a le cathartique, c'est pour réparer en fait. Le côté cathartique de ce procès, certaines victimes n'y croient pas, d'autres en ont besoin. Et Jean-Emmanuel Ducoing, dans l'UMA, signe cet édito ce matin, devoir de justice. C'est un peu l'idée qui est portée par Libération, qui est aussi explicitée par l'UMA ici. Nous portons tous la marque d'épouvante du 13 novembre, hein, comme trace inaliénable d'une épreuve collective, traumatisante, durable. Mais ils n'auront pas notre haine. Ils n'auront pas notre haine. Les terroristes n'auront pas notre haine. C'est le souhait de l'humanité, le journal de l'humanité. C'est-à-dire que, voilà, que la justice passe, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Voilà. L'état de droit, écrit l'UMA, aura les derniers mots qui ne seront pas brefs. La justice, toute la justice, rien que la justice, à hauteur de ce qui constitue notre République. Voilà ce que nous attendons de cet événement judiciaire, préparé à la mesure du choc infligé à notre pays par cette nuit noire de barbarie. Œuvre cathartique, le mot revient. De mémoire, de deuil aussi. Ce temps de la raison s'annonce émouvant, éprouvant, mais indispensable pour que la société tout entière puisse y puiser le meilleur, comme lors du procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Défi immense, en vérité, écrit l'UMA ce matin. On fait une pause sur cette actualité pour relire un autre article de l'Humanité sur un autre procès. Bonne question de Caroulou Andrea Pazzoni. Mais si les coupables ne parlent pas, comment on va faire? Alors l'instruction a permis de mettre au jour en fait l'essentiel. C'est-à-dire qu'on sait qui étaient les terroristes, on sait d'où ils sont venus, on sait comment ils sont venus, on sait comment ils se sont armés, on sait comment ils se sont ils ont eu leur voiture, on sait comment ils ont eu leur téléphone, on sait on sait comment ça, voilà. Et il y a des choses qu'on ne sait pas à la marge. Et le silence des terroristes, s'il reste silencieux, ne répondra pas à ces questions, mais on sait l'essentiel. C'est pour ça que ce procès est utile. Un autre procès dans l'Humanité, donc curieusement, non, pas Elisabeth Holmes, ça j'en ai parlé hier, personne n'en parle à part l'UMA, procès d'Éric Zemmour. Personne, ce matin en tout cas, n'en parle à part l'UMA. Bon, et pourtant, c'est aujourd'hui. Éric Zemmour, l'union des haines pour programme, bon bah ça c'est le regard de l'Humanité sur Zemmour, qui n'est pas un regard très très doux, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit deux univers poétiques très proches, l'Humanité et Zemmour, et l'UMA qui nous dit quand même qu'il est jugé aujourd'hui. Ah là, il y a Flattès qui nous dit « j'ignorais qu'il était en procès encore ». Je pense que la plupart des gens, merci Dave, l'ignoraient aussi. L'éditorialiste et polémiste du Figaro et de CNews doit être jugé ce mercredi dans 2 affaires d'injure raciale, ce qui n'empêche pas de préparer sa candidature pour 2022 et la sortie de son livre la semaine prochaine. Pourquoi il y a aussi peu de journaux ce matin et de médias qui en parlent? Je n'ai pas la réponse à cette question. 2 procès le même jour, c'est l'exploit du multirécidiviste Éric Zemmour, je lis un peu l'article, qui doit être jugé aujourd'hui, dans 2 affaires distinctes relevant de la même obsession. À la veille de la parution de son nouvel ouvrage, intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot », et de sa probable candidature à la présidentielle, sera-t-il candidat
quand je pose la question à notre spécialiste politique le matin sur France Info, elle me dit, il n'y a aucun doute, il veut y aller. Après, il faut qu'il ait les 500 signatures, tout ça, mais lui, il veut y aller. OK. Donc, probable candidature à la présidentielle. Il est cité à comparaître pour des propos tenus à quasiment un an d'intervalle, respectivement en septembre 2019 et 2020. La dernière sortie en date sur le plateau de CNews, alors qualifiée par l'UMA de chaîne d'extrême droite de Vincent Bolloré, ce sont les mots de l'UMA, où l'éditorialiste avait déclaré dans l'émission Face à l'info à propos des mineurs étrangers isolés, ils n'ont rien à faire ici, je cite, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent. Voilà. Du Zemmour dans le texte. Un discours qui lui vaut une comparution pour injure raciale et provocation à la discrimination, mais aussi l'admiration, écrit l'UMA, de l'extrême droite et d'une partie de la droite. Donc ça, c'était les propos de 2020. Et puis il y a les propos de 2019. À l'occasion justement de la Convention de la droite, organisée en septembre 2019 par des proches de Marion Maréchal, Éric Zemmour s'en était pris cette fois aux immigrés colonisateurs, à l'islamisation de la rue, évoquant une inversion de la colonisation, une extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique, je cite toujours bien sûr. Alors ça c'était en direct sur LCI, condamnation à 10 000 € d'amende, voilà, il y a un an, mais il a fait appel et donc jugement attendu ce mercredi, cette fois c'est le jugement en appel. Donc 2 procès. Voilà. Alors l'humanité, donc on suivra les jugements de ces 2 procès. Je suis juste un peu surpris qu'il n'y ait que l'UMA qui en parle ce matin. Un mot sur les sondages. L'Humanité nous explique qu'il est crédité de 6 à 8% des intentions de vote. Ça n'est pas rien. Qu'il dispose d'importants relais médiatiques. Ça, on le sait, il est présent dans les médias, et d'une aura dans l'opinion publique, enfin les Français le connaissent, 80% des Français le connaissent, selon les sondages, donc ça n'est pas une candidature anecdotique. Le porte-parole de l'association de soutien de Zemmour a précisé que les démarches auprès des élus pour obtenir les 500 signatures, vous savez qu'un candidat à la présidentielle doit réunir sur son nom 500 signatures d'élus, sinon il ne peut pas se présenter. Cette démarche est en cours, donc cette candidature n'a rien de factice. Il veut y aller. Il veut y aller. Alors il a plus peur de rien. Il s'en est pris à Marine Le Pen en déclarant, tout le monde le sait au RN, elle ne gagnera jamais en 2022. Voilà. Et voilà ce qui inquiète l'état-major du parti de Marine Le Pen. L'UMA cite enfin un politologue, et je m'arrête là-dessus. Si des points communs existent entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, les données sur Zemmour montrent qu'il s'adresse à un électorat plutôt bourgeois, contrairement à Marine Le Pen, mais le polémiste pourrait aussi comporter l'avantage pour le RN. Le RN est-il forcément perdant dans cette histoire ? Le polémiste pourrait aussi comporter l'avantage pour le RN de permettre une réserve de voix au second tour, en imaginant qu'effectivement il pique des voix à Marine Le Pen au premier tour, mais on sait d'après les sondages qu'il piquerait des voix aussi à la droite, et on pourrait imaginer, c'est ce que Bruno Cotresse, le politologue cité par l'UMA, explique, il pourrait aussi constituer un réservoir de voix qui rejoindrait les voix de Marine Le Pen dans un éventuel second tour. Conclusion de l'article, une union des N, H-A-I-N-E-S, après celle des droites. Voilà. Bon, je lis un peu vos commentaires sur toutes ces questions. C'est le thème un petit peu... L'UMA en fait sa une ? Non, pas du tout. Je vous ai montré la une. La une, c'est sur les attentats, bien sûr. C'est pas du tout Zemmour qui est en une. 20 minutes aussi, on parle. Ah, merci. Sur son site web, en tout cas. Ouais. Moi, je n'ai pas lu 20 minutes ce matin, le journal gratuit. Ok. Intéressant. Bon, les amis, continuons notre lecture. Voilà pour l'UMA. Mais 10h42, puisque je parle depuis bientôt 1h15, j'ai le droit à un petit café. On y va ? Thermos, petite tasse, mug, à vous. Ce que vous voulez d'ailleurs, café ou autre chose. Yes ! Yes les mugs, yes les tasses.
Ça fait du bien. Allez, c'est reparti avec le Figaro qui se penche comme tous les journaux sur ce procès des attentats de 2015, mais qui consacre sa une à un autre dossier. Un mot quand même de cet édito sur la barbarie en face. Bon, finalement, c'est une question qu'on a déjà évoquée, mais lisons ces mots du Figaro. Un procès fut-il historique? Peut-il panser les plaies des familles endeuillées et de la nation frappée au cœur? Ni l'émotion qui nous étreint devant les témoignages, ni le minutieux travail d'enquête sur lequel s'appuie le tribunal ne suffiront à solder l'héritage de ces jours où la barbarie a pris le pas sur la civilisation. Ce qui est intéressant dans le Figaro, c'est à l'intérieur ces pages 10. C'est le seul journal à évoquer ce point. C'est le poids de l'émotion. On a parlé des victimes qui vont, pour certaines, déposer. Donc il va y avoir énormément d'émotions. Et le Figaro dit attention. Pourquoi le poids de la souffrance dans ce type de procès, il est parfois insoutenable. Car chaque victime ajoute à l'édifice sa pierre de douleur brute. On l'a encore vérifié l'an passé au procès des attentats de janvier 2015. Suspendu aux mots comme au silence des rescapés de Charlie Hebdo ou de l'hypercachère. L'émotion, écrit le Figaro, c'est ce collègue... Ah oui, ça c'est un exemple qui est hyper touchant. Écoutez, l'émotion par exemple, c'est ce collègue de Frédéric Boisseau. Frédéric Boisseau, c'était le responsable de la maintenance de l'immeuble qui abritait les locaux de Charlie. C'est le premier mort du 7 janvier 2015, c'est le premier qui tombe sous les balles des frères Kouachi, Frédéric Boisseau. Et ce collègue de travail, donc de Frédéric Boisseau, il s'appelle Jérémy. Il a vu son copain mourir sous ses yeux et devant le tribunal, il est venu témoigner. Et en fait, il a hyper ému l'auditoire, subjugué, écrit le Figaro, par la puissance d'une amitié intacte et la justesse des mots choisis pour la confier au juge. Et il termine ce témoignage ainsi, ce monsieur. Il a pris son ami dans ses bras, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort. Mon doigt est entré dans le trou laissé par la balle en sortant par son dos. Voilà. C'est ce type de témoignage qu'on va entendre à compter d'aujourd'hui. Et le Figaro dit, attention, omniprésente dans les procès des tueries de masse, l'émotion doit cependant rester à sa place dans une cour d'assises. On ne rend pas la justice les yeux baignés de larmes, mais en examinant les preuves soumises à ceux qui ont juré de se forger une intime conviction, qu'ils soient citoyens tirés au sort ou, comme ici, magistrats professionnels. L'émotion nourrit l'intime conviction, elle ne le remplace pas. Figaro dit attention, il y a l'émotion, il va y avoir beaucoup d'émotions, mais l'émotion n'est pas la justice. Bon. Mais l'émotion peut nourrir la justice, voilà. Parce qu'il faut entendre les victimes. Voilà. Je vous le disais, la une du Figaro n'est pas du tout... Ah, c'est joli ça. Flattaise. Un grand avocat, je ne connaissais pas cette citation, disait à propos de l'opinion publique, chassez-la du prétoire, cette intruse, cette prostituée qui tire le juge par la manche. C'est cette idée en fait qui est évoquée par le Figaro. Merci pour l'apport. Donc la une du Figaro, alors elle n'est pas consacrée à ça, elle est consacrée au... Bon, on revient à la vie du quotidien, là, mais bon, c'est notre vie, hein, du quotidien, le boom des villes moyennes en matière d'immobilier. Alors, c'est une conséquence de la crise sanitaire. Avec l'essor du télétravail, les Français cherchent de l'espace et délaissent des grandes métropoles au profit des villes moyennes. C'est la grande revanche des villes moyennes et des grandes banlieues. Alors, c'est dans le supplément éco du Figaro, c'est page saumon, là, qui est un très bon supplément économie, qui explique bien l'économie, même aux gens qui n'y comprennent rien comme moi. Immobilier, les villes moyennes d'école. Bon, c'est les chiffres des professionnels. Ah, voilà, j'ai trouvé ma petite cabine contre le Covid, là, qui diagnostique le Covid sans contact. C'était bien dans le Figaro Économie que je l'avais lu. Ok. Donc, on a un nouveau monde immobilier qui prend forme. Écrit le Figaro ce matin. Fini les logements étriqués, sans terrasse ou jardin. Les Français ont des envies d'ailleurs et d'espace. Alors attention, un petit bémol, parce que n'allez pas imaginer que tous les Français sont partis à la campagne. Vous avez peut-être trouvé ça bizarre. Oh, vous êtes trop sympa, vous êtes des... Allez, c'est pour les chevilles, ça, le commentaire de Boldave, là, juste pour te dire que j'ai trouvé l'idée de ton stream aussi simple qu'excellente. Je m'étonne que personne n'y ait pensé avant. Et en plus, tu as clairement la légitimité pour proposer ce type de contenu. Ouais, vous êtes trop cool. Merci. Bon, n'imaginez pas que tous les Français vont partir à la campagne. Les segments qui ont porté ce marché rural sont d'une part le périurbain, donc la grande banlieue des métropoles,
où l'immobilier est moins cher. Donc effectivement, on a plus d'espace, éventuellement on a un jardin. Et les résidences secondaires. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser que Paris et les grandes villes vont se vider euh, en faveur des petites villes et de la campagne. C'est souvent un résidence de marché, un marché de résidences secondaires ou alors de périphérie des grandes villes. Voilà. Les grandes métropoles ne sont pas délaissées. Ce sont leurs centres-villes qui ont moins le vent en poupe. Voilà. La crise sanitaire, c'est intéressant ça, hein, vous êtes peut-être concerné d'ailleurs, a fait émerger un nouveau concept qui séduit de plus en plus de jeunes actifs, la résidence semi-principale. Vous avez la résidence principale, vous avez la résidence secondaire, vous avez la résidence semi-principale. Concrètement, ils y télétravaillent plusieurs jours par semaine et retournent physiquement au bureau le reste du temps. Voilà. Petit dossier à lire dans Le Figaro. Je continue ma revue de presse et je lis La Croix. Mais oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui disent, à propos de la revue de presse, il y a des tas de gens qui font ça depuis longtemps sur Twitch. Il y a des gens qui lisent la revue de presse, qui lisent les journaux sur Twitch depuis un moment. Moi, j'en connais. Alors, c'est pas le même produit, c'est pas le même bonhomme, c'est pas. Mais il y a d'autres revues de presse. Hein. Donc, effectivement, je ne l'ai pas inventé, ça. Ça, je peux vous le dire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec vous. La Croix, il est intéressant ce titre parce qu'on dit oui, ce procès va permettre de panser les plaies, va permettre que la démocratie règle ses comptes via la justice avec les terroristes, mais ça va nous permettre de comprendre aussi comment ces attentats ont pu être possibles. Et donc on va plonger, grâce aux magistrats, grâce au PV, au cœur de l'enquête. C'est l'intérêt de ce titre de La Croix. 6 longues années. La mobilisation de centaines d'enquêteurs, un dossier de plusieurs dizaines de milliers de pages. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais pourquoi ça dure 9 mois? Un dossier de dizaines de milliers de pages. Méticuleusement, les enquêteurs ont cherché à reconstituer la chaîne de responsabilité dans ce qui reste à ce jour la pire attaque terroriste commise sur notre territoire. Avec le même soin, les magistrats instructeurs ont tenu informés les survivants et les proches des 130 personnes décédées. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. À plusieurs reprises, ils les ont réunis, leur ont envoyé des points d'étape. Un soin tout aussi grand a été apporté aux aménagements de la salle d'audience, la couleur des bancs, la taille des micros, pour que rien ne vienne troubler la sérénité des débats. Cette attention au moindre détail ne garantit rien. Elle n'est qu'une condition de la bonne tenue du procès. Ce dernier, pas plus qu'un autre, ne guérira de douleur, ne refermera de plaie, mais parce qu'elle manifeste le respect que l'on doit aux victimes et les droits que l'on reconnaît aux accusés. Cette manière de prendre soin de la justice est en soi. Ce passage est magnifique. Je vous le relis, parce que c'est un des trucs les plus pertinents que j'ai lu ce matin. Donc ce soin de faire un procès à la hauteur de l'enjeu, parce qu'il manifeste le respect que l'on doit aux victimes et les droits que l'on reconnaît aux accusés, cette manière de prendre soin de la justice est en soi une réponse à l'idéologie totalitaire de l'État islamique. Bien non, c'est Jérôme Chapuis qui écrit ça dans La Croix. Voilà. Donc les enjeux du procès, oui, ça va être de permettre notamment de comprendre comment ces attentats ont pu se dérouler. Je lis La Croix à ce propos, parce que j'ai stabilo-bossé des trucs, mais je voulais savoir si c'est pas trop redondant par rapport à ce que je vous ai dit déjà. Voilà. Ouais, c'est ça. Le procès va permettre de mieux comprendre la jeunesse de ces attentats, de cerner la personnalité des accusés, comment de petits délinquants de France et de Belgique se sont engagés dans une radicalisation meurtrière orchestrée par l'État islamique. Comment cette fameuse cellule OPEX de Daesh, chargée de perpétrer des attentats téléguidés depuis la zone irako-syrienne, comment ça fonctionnait? Voilà. Comment ils ont passé des frontières, comment ils se sont équipés. Voilà. Et hier, dans Le Monde, le journal expliquait que la préparation de cet attentat avait duré 1 an. Voilà. Et puis au procès, il y aura peut-être des questions aussi. Est-ce qu'on ne pouvait pas mieux faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas sauver davantage de vies? Du côté des partis civils, écrit La Croix, certains seront peut-être tentés de livrer des accusations politiques ou de s'interroger sur le temps très long, 2h30, avant que la BRI ne donne l'assaut à l'intérieur du Bataclan. En parvenant dans des conditions très difficiles à neutraliser les derniers terroristes, sans qu'aucun des otages qu'ils retenaient ne soit tué, l'assaut a été très bien mené.
Mais si l'intervention avait été lancée plus tôt, peut-être qu'on aurait pu sauver certains blessés du Bataclan, s'interroge une partie civile. Bah oui, il y aura aussi des polémiques lors de ce procès, notamment sur le temps qu'il a fallu pour mener cette intervention au Bataclan, évoquée ici par Lacroix. Allez, feuilletons encore Lacroix pour une autre actualité, et on viendra aux attentats tout à l'heure, sur la Révolution. Tadam, je ne sais pas si vous êtes concernés. Des devoirs à la maison. À l'heure d'Internet, les devoirs à la maison font leur mue, titre Lacroix. Ces dernières années, plus encore avec les confinements, la part du numérique dans les devoirs à la maison, donc là ça concerne ou les plus âgés d'entre vous, les parents, ou les plus jeunes qui sont encore à l'école. On est mercredi, donc j'ai peut-être des écoliers. Est-ce qu'il y a des écoliers, des écoliers? Est-ce qu'il y a des écoliers avec moi ce matin? Des collégiens, des lycéens? Est-ce qu'il y en a ou pas? Mercredi, ça me ferait plaisir. Moi, j'avais fait des sondages sur la moyenne d'âge. Vous avez plutôt entre 18 et 35 ans, mais je vois que Maël me dit oui. Je vois un oui de Alex. Ouais, je vois un oui lycéen aussi là de. Ah, ça va trop vite. De Jokes à 16. Worak, oui. J'ai un futur prof d'histoire géo. J'ai un Guido qui me dit oui. Donc, j'ai des écoliers, j'ai des collégiens, j'ai des lycéens, j'ai des étudiants aussi, bien sûr. Ok, mais là, on parle plutôt des. Je vois une lycéenne, Blackfire Got. Voilà. Ben non, on est mercredi. Mercredi, parfois, il n'y a pas cours. Ah, c'est ça, on est d'accord. Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'étudiants aussi. Voilà. Il y a Nicolas qui me dit il y a aussi des enseignants, mais qui ne donnent pas trop de devoirs. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis un peu utopiste, puis je pourrais se passer des questions d'éducation, mais je rêve d'une école où, allez, à la fin de la journée d'école, il n'y a plus de devoirs, quoi. Le soir, on fait autre chose, on fait du sport, je sais pas, on fait des activités culturelles, on passe du temps avec les frères et sœurs, on se repose, on rêve, on s'ennuie. Hein, ça devrait suffire. Bah non, souvent il y a plein de devoirs à faire et tout. Je sais pas. Je suis peut-être un peu utopiste, mais je rêve de cette école-là. Donc bravo aux profs qui en donnent pas trop de devoirs. Ah, les devoirs sont nécessaires, me dit quelqu'un d'autre. Bon. Donc révolution du devoir à la maison. C'est intéressant ce dossier dans la Croix. Depuis quelques années, le numérique par petites et grandes touches, excellent numérique, est aussi entré dans la vie des familles à l'heure des devoirs au primaire et plus encore au collège, comme en témoigne encore Anna, 14 ans, qui entre en 3e. Maintenant, je fais mes devoirs avec mes copines en visio. J'avais pas ça, moi, à l'époque. Moi, j'avais le Minitel, c'était un peu juste. Grâce à un partage d'écran. Donc, les devoirs en visio avec les copines. Les profs sont d'accord parce que ça nous permet de progresser ensemble. Ok. Pourtant, écrit Lacroix, faire plus de place à l'entraide et rompre l'isolement n'est qu'un des aspects de cette mue des devoirs du soir à l'ère numérique. Celle-ci apporte aussi son lot de nouveaux défis, pas toujours faciles à relever pour les familles. Comme le constate une psychothérapeute qui est citée par Lacroix, qui évoque ses parents qui ressentent désormais le sentiment d'être dessaisis d'une part de leur mission. Ils ne comprennent plus toujours bien ce qu'on attend d'eux au moment des devoirs. Dans certains cas, même, ils découvrent à ce moment-là que leurs enfants maîtrisent mieux Internet qu'eux. C'est chaud, ça va. Et se demandent à quoi ils servent encore. Le rôle semblait encore simple il y a quelques années, faire réciter une leçon, vérifier que les exercices demandés avaient été faits. Aujourd'hui, beaucoup de parents tâtonnent. Jusqu'où doit-on encourager l'enfant à chercher seul des informations sur Internet? Est-ce qu'il faut se fier au site d'aide aux devoirs? Alors du coup, certains établissements ont décidé de ne pas aller trop vite sur le numérique, explique Lacroix, pour ne pas inquiéter les familles. Par exemple, il y a un exemple à Lyon, à l'école Fromente Saint-François, les élèves gardent un agenda papier jusqu'au CM2. Ils sont sensibilisés au risque d'Internet pendant le primaire, ça c'est bien, en revanche, au collège, le cahier de texte devient numérique parce qu'on doit aussi les former à cet usage. Voilà. Je lis vos coms. Je suis sûr que vous avez tous un truc à tirer là-dessus. Sur le... Et pas... Ouais. Ok. Alors perso, les devoirs sur Discord avec les potes, j'ai fait tout le lycée, me dit Cubreuf. Excellent. Mais c'est pas fini. Hop, le dossier se poursuit. Oh, je vois au moins 6 pages sur ce dossier. À lire dans la Croix, si ça vous intéresse. L'un des plus grands enjeux est que l'enfant ne se noie pas dans la masse d'informations en ligne, mais qu'il n'oublie pas d'apprendre. Ouais, c'est ça. Parfois, l'aspect ludique d'Internet peut être un piège, attention. Quand l'enfant est petit, il est nécessaire de vérifier que les devoirs sont faits. Mais l'attention des parents demeure de mise à l'adolescence quand la tentation du copiage...
Donc les parents, il faut aussi surveiller la façon dont l'ado fait ses devoirs, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, eh bien, nous dit Lacroix, la tentation du copier-coller est forte. Ah bon? Éduquer l'enfant à l'effort sera un bon moyen de lui donner des repères pour la suite, lui éviter de tomber dans la facilité. Anna raconte, c'est la jeune fille de tout à l'heure, là, que dans son collège, beaucoup de ses camarades utilisent des traducteurs automatiques pour se débarrasser de leurs devoirs de langue plus vite. Ah bon? Par le biais d'applications gratuites qu'ils téléchargent sur leur téléphone, certains élèves peuvent obtenir la traduction instantanée de dizaines de pages. En maths aussi, à mon époque, ça aurait été cool ça. Des applications donnent les réponses et même le raisonnement pour y parvenir. Ah, c'est intéressant. Poursuit Anna. Pour ça, il suffit de scanner l'énoncé. Mais waouh, qu'à quelques secondes plus tard, la réponse apparaît sur l'écran et le raisonnement, donc Anna l'expliquait à l'instant, pour y parvenir. Bon, moi, ça m'aurait sauvé bien la mise. La question, c'est qu'il faut bien utiliser ces outils pour que ça aide à comprendre et pas que ça fasse le boulot à votre place, nous dit Lacroix. Bon, c'est du bon sens, je crois, hein, on est d'accord. Quelqu'un m'a dit dans le chat, j'ai pas vu le pseudo, mais c'est très juste, on oublie ceux qui n'ont pas accès à Internet. Tu as bien raison de le dire, cette fracture numérique, elle est bien là. Et donc, révolution, oui, mais si tout le monde ne peut pas en profiter, ça ne va pas, je suis bien d'accord avec toi. 10h59, mon rendez-vous chez le médecin est à 11h30, on est encore ensemble. Et vous êtes près de 7000, et ça me fait bien plaisir. Vous aimez prendre le train? Il y a du nouveau. C'est la une des Échos, parce que moi, je suis devenu un fan des Échos ces dernières années. Je ne suis pas un grand spécialiste d'économie, mais ce journal qui peut faire peur aux non-initiés, ah là là, l'économie, les chiffres, les OPA, les trucs macro, micro, économie. Non, c'est des histoires de vie, c'est des histoires d'hommes, de femmes, d'entreprises, de salariés, et aussi l'évolution du monde dans lequel on vit, comme ici. Ah oui, ah ben, la concurrence arrive dans le secteur du ferroviaire en France. Concurrent de la SNCF, Transdev remporte la ligne Marseille-Nice. Il y a juste quelques signatures à mettre en bas du contrat. Les élus locaux doivent se prononcer là-dessus, mais a priori c'est plié. Donc dans quelques années, quand vous prendrez le train Marseille-Nice, eh ben, vous ne serez pas sur la SNCF, vous serez sur Transdev. Première brèche dans le monopole de l'entreprise publique, parce que maintenant, il y a les Hauts-de-France aussi, après la région PACA, qui veulent s'ouvrir à la concurrence. Et d'ailleurs, j'ai un papier dans un cahier des Échos là-dessus, qui est entreprise et marché, c'est le truc qui fait peur. Entreprise et marché, oh là là. Mais si, c'est passionnant. Voilà. Et là, ça explique comment ça marche. Transdev, par exemple, c'est qui? Alors, c'est détenu par la Caisse des dépôts, à 66%, donc ça c'est français, et par un groupe allemand qui s'appelle Rettmann, 34%. Voilà, donc c'est franco-allemand, à dominante française. Comment ça va se passer? Merci, la fifouille. Kiffe ton pseudo. Le changement d'opérateur ne pourra pas s'effectuer rapidement parce qu'il faut procéder au transfert du personnel. Il y a une partie des cheminots SNCF qui vont passer sous statut Transdev, qui vont changer l'entreprise, pas tous. Il faudra commander de nouvelles rames. Il faudra créer un nouvel atelier de maintenance, réserver cette activité à Nice. Je vois des gens qui connaissent un petit peu le... Il y a Betus Maximus qui connaît peut-être un petit peu le secteur. La question qui nous dit: la concurrence des trains ne va pas changer grand-chose pour les usagers. D'abord, les employés seront les mêmes, on le disait à l'instant. Voilà, des débauchés de la SNCF avec une formation SNCF. Les lignes n'auront qu'une seule compagnie. Elles ne seront pas partagées entre deux entreprises. Enfin, les problèmes liés au retard sont exactement les mêmes. Bon, on espère que ce ne sera pas le cas. Par exemple, là, on nous dit que le nouvel opérateur s'est engagé à assurer 14 allers-retours par jour, au lieu de 7 actuellement sur Nice, Toulon, Marseille, et pour le même prix. Donc, du côté des gens de la région, il y a un espoir que le service rendu soit meilleur. Alors, la question est de savoir si cet espoir sera au rendez-vous ou pas. Il faudra le surveiller avec beaucoup d'attention. En tout cas, il y a du nouveau. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous ce matin? Pas mal de choses, parce qu'on a Le Monde à lire avec notamment un procès de policier là, d'une BAC, d'une brigade anticriminalité, des gros racistes, quoi, pour faire simple. Ça c'est à lire dans Le Monde. Il ne faut absolument pas l'oublier. Mais d'abord, on va se réjouir pour lui et pour les Bleus de ce beau match de l'équipe de France. C'est la une de l'équipe, on l'a vu dans le Parisien. Le joli coup de Grisou. Grisou, c'est Griezmann. Alors certains, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ont été un peu chagrins avec ce titre, parce qu'un coup de Grisou avec un S, c'est autre chose. C'est à une époque qui a disparu, heureusement. Le Grisou, c'était ce gaz qui explosait dans les mines
dans les mines en France notamment, mais dans le monde entier, et qui a fauché la vie de plein de mineurs. Donc voilà, il y a un jeu de mots sur ça, en fait. Coup de grisou, c'est super grave. Bon, mais est-ce qu'il faut s'en prendre à tous les jeux de mots? Voilà, je pense pas que l'équipe pense à mal, quoi. Il s'appelle Grisou quand même. Bon, voilà. Ceci étant dit, bravo à l'équipe de France, 5 matchs nuls et une victoire hier. Bravo à cet homme, 41 buts inscrits en bleu. Il arrive au niveau de Platini, ce qui n'est pas rien. Et l'équipe de France prend le large. Et on a un bel article. Et il y a de la joie. Hein, l'équipe hier était super inquiète avec cette équipe de France qui avait perdu son côté combatif, là, son envie de gagner. C'est ce que l'équipe disait hier. Et là, comme des lions. Marrant, parfois comme un match peut changer un peu. Sous pression, mais emmené par un duo Griezmann-Benzema souvent magique. On l'a vu avec le Parisien tout à l'heure. Ces deux-là se sont cherchés, se sont trouvés. Griezmann et Benzema. Les Bleus ont bousculé la Finlande. Bon, c'est pas l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal non plus. Et livré leur meilleur match de l'année. Et Vincent Duluc, que je salue, écrit « On ne sait pas si le monde nous les envie encore, mais il devrait peut-être ». Ça, c'est un clin d'œil à une de l'équipe qui disait, lors de l'annonce du retour de Benzema, le monde nous les envie. Le monde nous les envie. Le trio Mbappé, Griezmann, Benzema. Puis entre-temps, on a vu pas grand-chose. Et donc, le Vincent Duluc, là, c'est un clin d'œil à cette une de l'équipe. On ne sait pas si le monde nous les envie encore. Petit clin d'œil. Mais il devrait peut-être. France-Finlande, 2-0, n'a pas seulement donné de l'air aux Bleus dans leur groupe de qualification à la Coupe du Monde, il n'a pas seulement montré la réaction d'un groupe qui a su transformer la pression en envie, comme des lions. Une très belle imitation de lion. Cette soirée lyonnaise a aussi vu Antoine Griezmann et Karim Benzema composer un duo que les récents épisodes n'avaient pas forcément annoncé. Rien d'autre n'a autant compté dans cette soirée que le miracle de cette complicité soudaine, vertigineuse et virtuose, il écrit très bien Vincent Duluc, qui a rappelé ce que les grandes équipes doivent aux grands joueurs et ce que les grands joueurs se doivent mutuellement. Entre eux deux, Benzema et Griezmann, Grisou, tout a été magnifique, mais les deux buts de la soirée, qui sont très beaux, se détachent au tableau. Voilà pour le satisfecit accordé par l'équipe aux Bleus hier soir. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Les médias retournent leur veste comme un tourniquet. C'est vrai que on a le droit d'être inquiet pour les Bleus, 5 matchs nuls. Puis on a le droit de se réjouir ce matin. Ça ne change pas trop. Voilà. Alors, non, moi j'ai pas vu le match. C'est Sofs 92. Non, parce que moi je dors le soir. J'ai une vie de moine, moi, parce que je me couche très tôt, parce que je me lève à 1h45. Je me lève à 1h45 le matin pour pouvoir arriver à 2h45 à France Info, pour pouvoir préparer la matinale, les interviews, lire toutes les chroniques, voir 2-3 reportages et lire les journaux pour vous. Donc le soir, j'essaie de me coucher tôt, donc dîner 19h à peu près, on couche les enfants, je couche le grand, petite histoire, on se raconte la journée. Après, je lis Le Monde, parce que c'est mon plaisir du soir, ça me prend un peu de temps, puis après, j'essaie de m'endormir. Donc pas de match pour moi, voilà. Voilà. Tu te lèves quand on se couche. C'est pas impossible. Combien d'heures de sommeil en général? 5, 6 3 heures avant d'aller au boulot. 4 quand j'arrive à me coucher tôt, mais c'est très rare. Et puis une sieste de 2 heures l'après-midi. Voilà, donc ça va. 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. Sauf une semaine par mois, où après la matinale de France Info, au lieu de filer à la maison pour streamer, je vais à Question pour un champion, et là j'enregistre toute la journée. 6 émissions par jour, ça c'est une semaine par mois, 7 jours en fait pour être précis. Et là la journée elle fait 2h du matin, 19h. Voilà, mais là il n'y a pas de stream ces jours-là. Mais on est tranquille, là j'ai mis un mois en boîte. Un petit coup d'œil, je me la raconte un petit peu au New York Times que je parcours. Lire, c'est un grand mot de temps en temps. Pourquoi? Parce que j'ai vu un hommage à Belmondo en une du New York Times, et puis ça a renvoyé au fait que hier, en évoquant la mémoire de Jean-Paul Belmondo sur France Info, j'ai pris conscience qu'en fait il était vachement connu à l'étranger, à l'international, beaucoup plus que je ne pensais. Et cet article du New York Times en est la preuve. Là, on a une photo de À bout de souffle avec Gene Seberg, ce film mythique,
Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, l'article du New York Times compare Jean-Paul Belmondo à, accrochez-vous, Humphrey Bogart, la classe ou bien, Marlon Brando et James Dean. Bon, alors je vous traduis avec mon français à moi. Monsieur Belmondo a créé cette réputation d'un jeu puissant, euh, au service de personnages souvent avec peu de sentiments, voire antisociaux. Puis après, il est devenu une des plus grandes stars du cinéma français. Il a accepté des rôles, je traduis à la volée, hein, des rôles plus grand public, mais sans abandonner ce magnétisme. Et voilà, il y a un très bel hommage en une du New York Times au Rouge-Faced. Alors j'ai appris un nouveau mot, là j'ai fait Rouge-Faced Star of French New Wave, donc la nouvelle vague française, Godard, tout ça. Et Rouge-Faced, en fait, je suis allé voir, c'est un peu, Rouge, c'est un visage un peu abîmé, en tout cas, visage un peu de boxeur, un peu sauvage, on peut le traduire comme ça aussi. Voilà, quoi. Il y a, je vois un joli badge de Boulanger qui me demande des nouvelles d'Étoile, le futur projet. On a déjeuné pas plus tard que la semaine dernière ensemble. On est toujours potes et on prépare des trucs. Mais c'est Étoile qui vous l'annoncera. Haha voilà pour les journaux papier. Il nous reste un petit peu de temps et on va lire Le Monde. Très important. Puis il y a une belle édition du Monde là. Celle qui est sortie donc hier après-midi. Celle qui, la prochaine, va sortir en début d'après-midi là. J'ai déjà la une d'ailleurs, je la vois là. Sur... Regardez d'ailleurs. La une du Monde qui va sortir tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, la difficile mutation de la SNCF, la concurrence, la une des Échos, là, donc comme quoi c'est important. Et je vois un titre aussi sur ce qui se passe en Afghanistan. Donc pas impossible qu'on parle de l'Afghanistan demain. Mais en attendant, allons lire la dernière édition du Monde, celle qu'on a pu voir avec 3 articles. Un sur le clivage gauche-droite en France, qui selon Le Monde serait encore totalement viable. Moi, je le croyais totalement dépassé. Et en fait, pas du tout. Il y a une enquête qui dit que la fracture gauche-droite s'accentue dans la société française. Ça m'a un peu intrigué, moi qui pensais que ce clivage était un peu daté, avait vécu. On a un super article sur Djokovic, le mal-aimé, mais qui est peut-être en train de devenir le GOAT, le greatest. GOAT, c'est quoi? C'est je suis en train de rapper tout seul dans Greatest of All Time. J'apprends que c'est Mohamed Ali, le boxeur, qui a popularisé l'expression. D'ailleurs, ça, je ne savais pas. Greatest of All Time, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup plus rapide que mon cerveau. Et puis, alors, cet article totalement édifiant sur le procès qui va se tenir vendredi, où 10 policiers vont être jugés de la BAC, la Brigade Anticriminalité de Nancy, pour harcèlement moral et injure à caractère raciste, injure en direction de policiers, de leur unité, de leur BAC, qui étaient d'origine immigrée. Alors là, c'est des champions, là, nos amis, là, qui vont être jugés avec des idées bien moisies. On lira ça, c'est totalement édifiant. D'abord, un coup d'œil à cette étude. Je lis avec vous, après 1 an et demi de pandémie, les Français se réintéressent à la confrontation politique. Selon cette enquête, en fait, donc... qui est l'enquête Fracture française, qui est réalisée pour Le Monde par Ipsos Sopra Steria, qui est un institut de sondage, en partenariat avec le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. On va feuilleter un petit peu cette étude, qui ne va pas de soi, voilà, sur la résilience du clivage gauche-droite, donc, qui est toujours pertinent pour analyser la façon dont les Français se positionnent par rapport à la politique. Je lis. Je ne sais pas si j'ai été convaincu ou pas. Je lis, je rapproche parce que ma vue baisse. Ne vieillissez pas, les amis. Quel naufrage. On le croyait disparu, englouti par les stratégies populistes et le dépassement de partis dont toutes les familles politiques se réclament depuis plus de 10 ans. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Voilà. Mais à 7 mois de l'échéance présidentielle, eh bien, le clivage idéologique entre la droite et la gauche reprend des couleurs. C'est l'un des principaux enseignements de cette enquête. Fracture française. Bon. Si les notions de gauche et de droite restent toujours perçues comme dépassées, cette opinion est beaucoup moins partagée que lors de la précédente enquête. Ah ouais, donc c'est pas la première édition. Ok. Bon, vous irez voir les chiffres, mais manifestement, de plus en plus plus de gens qu'avant, en tout cas, trouvent que ce clivage gauche-droite est toujours signifiant.
Les 2 tiers des sondés estiment que de réelles différences persistent entre la gauche et la droite. Ok. Alors cette étude, elle montre que cette différence gauche-droite aujourd'hui, puisqu'au fil de l'histoire de notre pays, elle ne veut pas forcément dire la même chose, se joue sur les enjeux de société. Les questions de perception de l'immigration dans notre pays, l'image que les personnes interrogées ont de l'islam également. Ainsi, par exemple, concernant l'affirmation, on se sent autant chez soi aujourd'hui qu'avant. Là, il y a une différence très nette. Par exemple, chez les électeurs communistes, il y a 58% qui disent oui, on se sent autant chez soi aujourd'hui qu'avant. Ils sont 61% chez Europe Écologie Les Verts. Ils sont que 45% chez les socialistes. Voilà, c'était beaucoup plus en 2020. Et il n'y a que 29% des électeurs LR, la droite traditionnelle, qui pensent ça. Aujourd'hui, on se sent autant chez soi aujourd'hui qu'avant. Et seulement 11% des sympathisants du RN, à l'extrême droite, mais là, je crois que ce ne sera pas tellement une surprise. Voilà, alors justement, donc on voit dans cette fracture gauche-droite, la question de l'immigration est très importante, très présente. Voilà, autre chiffre, l'attitude vis-à-vis des étrangers, 85% des sympathisants du parti Les Républicains, 95% des lepénistes estiment qu'il y a trop d'étrangers en France, 85% quand même des sympathisants de la droite traditionnelle. Hein. Ok. Ça pose la question de la porosité entre les deux électorats. 42% seulement des écologistes pensent ça, 45% des insoumis, un peu plus, et des communistes, 47% des macronistes, voilà, qui pensent que les étrangers sont trop nombreux dans notre pays. Et puis sur la question de l'islam, là aussi on a des écarts droite-gauche qui sont prononcés, très prononcés. 28% des sympathisants LR et 17% du RN estiment que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française. Donc seulement 28% et 17% pour la droite et le RN. Après, il y a la question de la justice sociale qui n'est pas oubliée, il n'y a pas que la question des étrangers ou de l'immigration. Voilà. Les gens de gauche estiment dans leur immense majorité qu'il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. 1 tiers seulement des électeurs LR, donc là il y a un vrai marqueur, gauche-droite. Voilà. 8 sympathisants LR sur 10 estiment qu'il y a un manque de motivation des chômeurs. À gauche, ils sont que 41%, 41 à 48% des personnes interrogées qui pensent ça. Voilà. En revanche, sur la politique sanitaire, eh bien, le thème dépasse le clivage gauche-droite, ça c'est intéressant. Alors que le mouvement contre le pass sanitaire dure depuis 2 mois maintenant, 67% des personnes interrogées par cette enquête se déclarent favorables à la mise en place du pass sanitaire. Les plus opposés à ça, les sympathisants RN, donc extrême droite, et la France insoumise, mais qui sont pour majoritairement quand même. Concernant la vaccination, c'est encore plus clair. 90% des sondés sont déjà vaccinés ou vont l'être. 7% seulement des personnes sont opposées à l'idée de la vaccination. Voilà. Voilà pour cette étude. Bon, il y a du à boire et à manger. Ça, je vous le disais, pour moi, c'est l'article le plus... Merci d'être resté avec moi, parce que c'est l'article le plus édifiant, qui m'a le plus interpellé, en tout cas, de la presse de la presse du jour, en tout cas de la dernière édition du Monde. Un climat de haine à la BAC, donc Brigade Anticriminalité, on est chez les policiers de Nancy. 10 policiers seront jugés vendredi pour harcèlement moral et injures non publiques à caractère raciste. Vous allez halluciner. Zoomons un peu, pas trop, voilà. Donc, je cite l'article. Leur ancien chef était un connard, un abruti. L'un de leurs collègues, un bico, une blatte promise à la désinfection. Plusieurs autres collègues avaient déjà été contraints de quitter leur service. 10 fonctionnaires de la BAC de nuit de Nancy répondront à partir de vendredi devant la justice du fait de harcèlement moral et d'injures non publiques à caractère raciste, épilogue de plusieurs années de graves dérives au sein d'un service sous emprise. Dans un rapport rédigé par l'antenne de Metz de l'inspection générale de la police nationale, ce qu'on appelle la police des polices, que Le Monde a pu consulter, une commandante détaille les errements de ce petit groupe de policiers, oscillant entre xénophobie virulente, blagues douteuses et un comportement
de meute, symbolisé par le tatouage identique que plusieurs d'entre eux portent sur l'avant-bras, une tête de loup. Ouais, on est avec des champions là. Excusez, pardon pour l'expression. Par où commencer? J'ai envie d'éternuer. Désolé, c'est les pollens. Il fait beau, les pollens sont de retour. Par où commencer? Le meneur, sans doute. Le brigadier M, adepte de la marque de vêtements Thor Stennard, fort prisé des milieux néo-nazis, et amateur de plaisanterie à base de saucissons pur porc de Lorraine, donc toujours dans la famille des champions, là. Surtout lorsqu'elle vise Saïd B, le souffre-douleur de la petite bande. Ce dernier, policier expérimenté natif des Vosges, ancien baqueux en région parisienne, est décrit par un supérieur comme motivé, travailleur, mais ses origines ne semblent pas passer auprès de ses nouveaux collègues lorsqu'il intègre la BAC de nuit de Nancy en 2017. Je ne veux pas être dans le groupe du bougnoul, assure ce chef, ce brigadier là, dans les couloirs du commissariat, peu après l'arrivée de Saïd. Des vexations encore plus directes ne vont pas tarder à s'enchaîner. Sur la porte de son casier, ce mot scotché, on a vu mieux comme casting. Et puis un autre mot plus tard, c'est bientôt fini. Une casquette identique à celle que portent les dealers de cité est déposée en évidence près de son poste de travail. On refuse de lui serrer la main, de lui adresser seulement la parole. 11h20, c'est mon rendez-vous médical, là, en télémédecine. Bon. Hop. En direct, je rejoins la consultation vidéo, mais le rendez-vous est à... Oh, je vais attendre quelques minutes, à 11h30, donc on a encore le temps. Je finis cet article et on s'arrête. La mécanique est rodée, polie par la pratique du brigadier M, réputé pour ses pauses café à rallonge, donc là on est sur le petit chef avec ses tatouages, tête de loup là, mais dont le charisme malsain n'en exerce pas moins une emprise nocive sur ses équipiers. D'abord mettre sous pression, ensuite accuser d'incompétence les collègues jugés indésirables, puis obtenir leur mise à l'écart avant leur éviction pure et simple. Finalement auditionné par la police des polices, lui et ses séides se perdent dans un florilège de justifications fumeuses et nient farouchement contre l'évidence, tout propos à connotation raciste. L'usage récurrent du terme bico dans leur échange sur une messagerie privée, en fait c'est un terme d'argot portugais, désignant une grande gueule, c'est ce qu'affirme l'un des policiers. Quoi. Portugais, bico. Enfin, bon. De la xénophobie? Non, moi j'ai rien contre ces gens, dit un autre. D'ailleurs, mon professeur de judo est d'origine marocaine. Alors il y en a un autre qui arbore fièrement les lettres SS sur un t-shirt. Alors lui, il explique que c'est pas du tout une référence au Troisième Reich. Non, en fait, ce sont ses initiales SS. Voilà. Quant à l'ambiance délétère au sein de la BAC de nuit, elle résulterait de banales mésententes. Voilà. Donc l'article explique comment en fait ils n'ont cessé, ces gens, de mettre la pression sur les collègues, parfois même sur leurs supérieurs, s'ils n'étaient pas dans le mood, dans leur délire là, pour les pousser au départ à la démission. Voilà. Pour l'instant, conclut Antoine Albertini dans ce papier, qui est édifiant. Des blâmes, des exclusions temporaires ont été prononcées à l'encontre de certains fonctionnaires mis en cause, avant un conseil de discipline qui est prévu à la fin de ce mois. Une éventuelle révocation reste de la compétence exclusive du ministère de l'Intérieur. Donc, à ce jour, ces policiers sont toujours en poste et n'ont pas été révoqués. Ce procès aura lieu vendredi. Voilà. Et puis, je vais manquer de temps pour vous le lire, puisque j'ai mon rendez-vous là avec le médecin, mais je vous signale, page 25 du Monde, cet article passionnant sur Djokovic, le mal-aimé du tennis mondial, qui est en train de devenir peut-être le plus grand joueur de tennis de tous les temps, puisqu'il va peut-être remporter à l'US Open son 21e tournoi du Grand Chelem, là où Federer et Nadal sont à ce jour bloqués, entre guillemets, à 20. Pourquoi il n'a pas une image aussi positive que les autres? Pourquoi c'est un peu le mal-aimé, le petit canard noir du tennis mondial? Est-ce que c'est son caractère? Voilà. C'est passionnant, mais je n'aurai pas le temps de vous lire. Il ne gagnera pas l'US Open. Ah, mais c'est pas fait, il a raison, le titan, de me le dire. Non, Samuel, je viens d'arriver. Mais t'as 2 heures de retard, choupitou. Les amis, allez, en direct live, je rejoins ma consultation de télémédecine. Voilà. Il y a de la musique. Quoi, il y a de la musique? Je pense que c'est ma... Ouais. C'est génial, en fait, j'avais ma playlist à fond de funk, de P-funk, et j'allais t'es pas sûr que c'est pas ton cours de Zumba, me dit Rosa.
et j'allais infliger ça au médecin. Donc là, je suis en train de tester mon micro. Voilà, la caméra marche aussi. Donc je rejoins la consultation vidéo. Voilà, en attente du docteur. Voilà. Et je serai notifié quand il va me parler. Comme ça, ça me permet de vous dire au revoir, de vous dire mille merci. Merci d'avoir été aussi nombreux, vous êtes cool. Merci d'avoir participé, merci d'avoir échangé. C'est génial d'échanger avec vous sur l'actualité. Voilà, souvent, ça soulève auprès du journaliste que je suis des questions auxquelles je n'ai pas pensé. En fait, vous m'aidez aussi à me poser les bonnes questions, des questions que je me pose parfois pas sur l'actu. Voilà. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter parce que c'est là que j'annonce mes streams. Mais je peux déjà vous dire que je serai là demain matin, 9h30 ou 10h, je vais vous le préciser sur Twitter. N'hésitez pas à suivre cette chaîne et notamment activer une notification comme ça. Dès que je stream, vous recevez un petit message d'alerte sur le téléphone, sur la tablette ou sur l'ordinateur, comme ça vous ne manquez pas mes streams. N'hésitez pas à subber si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on me dit ça, subber. Enfin, si vous voulez encourager le petit streamer que je suis, comme Xeveli à l'instant. Merci à toi. J'espère que j'ai bien lu ton pseudo. Vous êtes géniaux, vous êtes formidables. J'ai pas le temps de raider aujourd'hui, de faire un petit raid à cause de la consultation médicale là, qui arrive. Mais de toute façon, j'ai dit que j'allais pas faire un raid systématiquement tous les jours parce que les gens étaient un peu trop habitués, c'est pas drôle. J'allais le faire que de temps en temps. Vous savez quoi, on le fera demain. Voilà. Merci vraiment pour tout. C'était un super moment. Je suis très heureux de partager ma passion pour l'information, le journalisme et les journaux de presse écrite, notamment avec vous. Voilà. Mais ce moment, il est sympa que parce que vous êtes là. Si je suis tout seul, ça n'a aucun intérêt. Je vous mets un peu de musique pour se quitter. Et je vous dis à demain. Hein. C'est formidable, c'est que l'actualité va à la vitesse de la lumière. Les journaux, nouvelles éditions tous les jours. Donc on aura tous les jours des trucs sympas à partager. Des choses tristes, des choses dramatiques, parfois des choses joyeuses. Vous êtes les meilleurs. Un peu de musique. À demain.